radiopirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Welcome! Bienvenue sur Radio Pirate Live de ce mercredi. Dire que dans quelques heures, demain à peu près à la même heure, on lance déjà le week-end avec notre chum Jerry l'aubergiste, qui est le cousin germain de Jerry. C'est mon cousin Germain, exactement. Ton cousin Germain. En principe, on a Joe Hamel aujourd'hui. On a peut-être un petit problème de com à régler, mais ça devrait se régler dans les prochaines minutes. Et on a le vestiaire avec le Dodu et également Les. Donc, on fait un petit vestiaire sympathique. Et en fin de show, on aura une boîte avec notre ami Jerry pour sceller ce Radio Pirate Live-là. Donc, beaucoup de choses à venir d'ici ce temps-là. Hey! Avoue que t'aimes ce petit segment-là où on est full anti-woke, où on démolit tout le monde de woke. Mais en fait, on essaie de pas trop les démolir, mais on les ridiculise un peu avec les histoires qui sortent. Mais celle-là est plus ou moins drôle. Celle-là est plus ou moins drôle. Parce que hier, est-ce que c'est hier, à la même heure, Jerry, où on a parlé du Britannique, le gars avec le tatouage d'en face qui a l'air d'un tueur, qui a violé 2 femmes et qui, à la veille du procès, dans la semaine à venir avant le procès, est devenu femme, comme par hasard. Il a découvert son côté féminin à ce moment-là. Il s'est ouvert une genre de perruque blonde là, pour cacher un peu. C'est bien une perruque blonde pour cacher les tatous dans le côté de son visage, entre autres. Et hier, on se posait la question, coudonc, est-ce que il va se ramasser dans une prison de gars, une prison de filles? Moi, je dis, ben non, il va se ramasser dans une prison de gars. Il n'y a pas de prison entre les deux. Là. C'est prison d'hommes, prison de femmes. Exact. Et le juge l'a condamné. Et vu qu'il est maintenant femme, ce qui est de la bullshit, là, en passant, il est maintenant dans une prison de femmes pour avoir violé 2 femmes. Wow! Tu sais, quand je vous dis qu'il faut mettre notre point sur la table, là, ça, c'est des occasions manquées. Et même si nous autres, on rit de ça puis qu'on commence à crier haut et fort que ça n'a pas de sens, si les compagnies, si les gouvernements, si la justice, si tout le monde tombe dans cette game-là, qui est une game de bullshit, puis qu'il embarque regarde, les yeux fermés là-dedans, je veux dire, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a des femmes qui sont dans cette prison-là en danger parce qu'on a affaire à un violeur, puis c'est un gars, puis il est 0 femme, là. Il s'est arrangé qu'une perruque cheap avec une robe cheap pour avoir l'air d'une femme, il est 0. Mais j'en ai une nouvelle pour vous montrer un peu ce qui peut arriver dans ces prisons-là. C'est dans le coin du New Jersey. On a c'est un psychopathe, là. Un psychopathe de 27 ans qui est un trans, c'est un trans prisoner. Wow! Donc, on dirait qu'on en a tous les jours. Excusez-moi, regarde. Il y a une histoire par jour. Ah non, il y a une pomme par jour. Lui, c'est un trans prisoner. Donc, c'est un gars qui se considère comme une femme. Le gars, c'est un malade, là. OK? C'est un psycho, là. Et lui, il a demandé au système, parce que c'est tous les systèmes, les endroits démocrates comme nous autres, là. Tous les endroits social-démocratie de gauche. On est à la limite soit teuton ou, je sais pas, là, moi je pense qu'on est carrément teuton. On essaie de faire plaisir à tout le monde, mais on ne se rend pas compte du mal qu'on fait. Et ce gars-là s'est ramassé dans une prison pour femmes. OK? Il a commis des crimes terribles. C'est un criminel notoire. Et le gars s'est ramassé dans la prison pour femmes. Lui, il dit « Je suis femme », mais le gars, il a encore son pénis, là. Et le gars, il a enfanté 2 femmes dans la prison. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est drôle parce que non, c'est incroyable. Là. Ouais, on rit, mais ça se peut que ce soit pas drôle 0. Là. Non, mais tu sais, hier, on se disait, ouais, si le gars, autrement dit, ton histoire d'hier, si le gars il a accès à la prison pour femmes, on s'entend-tu que dans l'avenir, ils vont tous faire ça? Ils vont utiliser la stratégie. Ben oui, ils vont tous faire ça, c'est clair. Ben oui, c'est sûr qu'ils vont faire... pourquoi? Why not? On s'entend-tu que passer, je sais pas, tu t'en vas en prison,
Je pense que les prisons pour femmes, je sais pas, là, mais je pense que c'est un peu moins tough que les prisons pour hommes, là, en général. Puis pas juste ça, ben, un gars qui va faire sa peine dans une prison pour femmes, tu dis, ouais, mais le gars, il est habillé en fille. Non, mais le gars c'est un gars pareil. C'est plus le fun, là. Dans le sens que je pense que c'est plus le fun de passer 3 ans en prison. Si maintenant j'ai à choisir, moi. Ben, tu sais, regarde, on va se le dire, quand t'es un homme, peut-être les femmes aussi, mais de ce qu'on comprend des histoires d'hommes, c'est qu'il y a un désir sexuel qui ne disparaît pas même si tu rentres en prison. Exactement. Et les hétéros qui rentrent en prison viennent un peu homo par la force des choses, parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de mettre leur t'as besoin de peau. ils ont besoin de mettre leur engin quelque part. Oui, c'est ça. T'as besoin de chair, de peau. Là. C'est normal. Et si tu le mets quelque part, il y a quelqu'un qui te le met quelque part aussi. Là. Oui, c'est ça. Ben oui. Ah oui. Ça peut pas être... oui, des fois, tu lances, mais des fois, tu catches. Là. Donc, lancer, ça peut faire. Et les yeux fermés, des fois, peut-être qu'il doit se dire, OK, ouais, j'écoute, je suis ici de 25 ans, il faut que je me contente de ce qu'il y a. Mais quand tu reçois, c'est moins le fun. Là. Donc, de ce que je comprends. Tandis que là, s'il y a à avoir sa peine de prison, pour le côté sexuel, tu deviens trans et tu sais que tu vas réussir à convaincre 1 ou 2 femmes ou 3 femmes qui, elles aussi, ont des pulsions à un moment donné à être en dedans, puis que c'est bien beau se donner des becs avec les autres, là, mais ça prend quelque chose de solide. Hein? C'est ça que ça prend. Différentes affaires à vous jaser. C'est pas une poubelle à Jeff officielle, mais why not? Ça peut être un paquet de petits sujets sympathiques. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu connais le maire de Québec, le maire, comment il s'appelle le gars, le gars avec les chouslacs, là? Bruno. C'est Bruno Marchand. Bruno Marchand. Est-ce que tu as vu qu'il veut un TGV? Oui, il veut un TGV. Lui, Marchand, il veut tout. Là. Ouais, mais comment ça marche? Sauf des chars. Ouais. Ça, il veut pas de char. Non, il veut pas de chars. Mais si lui, il Parce veut que hier, tout. on a passé au cash la mairesse de Montréal, mais là, lui, il s'en tire pas pire. Là. Lui, c'est un gars spécial. Là. Lui, c'est un gars très, 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 très spécial. Là. Sérieux, c'est quoi qu'il veut? C'est quoi qu'il n'y a pas qu'il veut, là? Là, il veut un tramway, il veut un TGV, il veut quoi? Quoi d'autre? La c'est qu'hier, il ne comprenait pas non plus l'histoire, c'est une histoire très locale de la ville de Québec, là, l'histoire de la rue Cartier. Oui, mais c'est local, mais ça arrive dans toutes les villes. Oui, mais la fait, c'est que l'histoire de la rue, c'est un test qu'ils ont fait. Ils ont fait une rue piétonnière et 50%... C'est sur la rue Cartier. Les gens qui viennent de Montréal ou du Saguenay sont allés se promener à sur la rue Cartier. C'est pas loin de Grande Allée. Et là, ils ont comme décidé que l'avenir, il allait plus avoir de voitures, puis on allait faire de plus en plus des rues piétonnières. Voilà, mais là, la fait, c'est que les commerçants n'ont pas aimé ça. En majorité, ils n'ont pas aimé ça. Donc, ils disent, ouais, l'été prochain, l'été 2023, on veut pas faire de rue piétonnière. On veut revenir comme c'était avant, que les chars passent. Mais là, hier, le maire Marchand, il ne comprenait pas ça. Là. Non, il dit, il dit, premièrement, c'est pas eux qui décident. Non, c'est ça, là. C'est la rue, c'est pas mal les autres qui payent les taxes. Là. Ben, oui. Ça, c'est bizarre. Là. À quantité de taxes que ces gens-là payent, quand ils disent... Mais ça, c'est le... Les maires et les villes, peu importe l'endroit où vous vivez, n'ont jamais eu de respect. À part pour les taxés. Ils n'ont jamais eu de respect envers des gens qui font de la business à vendre des petites gugus. Ça a toujours été vu comme... Je sais pas, c'est comme un mal nécessaire. Ils ont zéro respect. Ils ont comme un dédain des gens qui sont des petits commerçants. Ils ont comme... il dit, c'est pas eux qui décident. Là. Il dit... on va voir, puis il dit, moi, on va vous dire de quelque chose. Il dit, c'est pas mal l'avenir, ça. Oui, c'est l'avenir. Lui, il voit d'autres projets là, dans la ville. Il voit d'autres rues qui pourraient mettre... pour enlever les chars. Donc, lui, là, son projet d'avenir, c'est d'enlever les chars. Mais là, l'affaire, c'est que tu le fais pour une rue commerciale, puis le monde creve de faim. T'sais, à un moment donné, faut que tu te raisonnes. Ben, c'est parce que le principe est facile à comprendre. C'est que, d'abord, premièrement, tu lui donnes tellement des claques dans le côté à chaque fois que tu augmentes le taxe que déjà, tu joues avec, je dirais, regardez Grande Allée. Gardez Maguire dans la région de Québec. Gardez le boulevard Saint-Laurent, Saint-Denis. Voulez-vous en nommer des rues de Montréal où les commerces sont fermés, des rues qui étaient vivantes, bourrées de... Et qu'est-ce qui est arrivé? Toutes des règles. C'est tout relié à des règles des élus et des fonctionnaires. On met des payages.
on augmente les taxes. Donc, le coût des loyers devient Oui. exorbitant. Ensuite, on met telle règle pour telle affaire. On met telle autre règle. Ah, là, tu veux mettre une terrasse. Il n'y aura pas de terrasse parce que tu ne peux pas dépasser tel nombre de pieds. Donc, ta terrasse n'est pas légale. Il faut que tu l'enlèves, etc. Puis, à un moment donné, tu te ramasses qu'il y a juste des locaux avec des graffitis dessus, puis en avant des portes et des grillages. C'est ça. Mais là, t'as bien beau vouloir faire une rue piétonnière. S'il n'y a pas de commerce, il n'y aura pas de piétons. Là. Il va y avoir du monde qui va passer de temps en temps pour aller d'une rue à une autre. Là. C'est ça. Mais je veux dire, ta rue piétonnière que tu veux, si tu n'as pas de commerce, il n'y a pas de piétons. Là. Donc, lui, il voit ça comme à l'envers. Lui, il veut instaurer son niveau. C'est l'inverse qu'il faut que tu installes. Il faut que tu installes des commerces qui vont faire que les gens ont le goût d'y aller. Voilà. Puis après ça, tu mettras le party un peu, mais mets tout ce que tu veux à ton pouvoir pour que ces commerces-là soient établis pour longtemps puis qu'ils offrent des services que les gens veulent pour qu'il y ait beaucoup de monde. Parce que s'ils ne sont pas là, c'est facile à comprendre. Là. S'ils ne sont pas là, t'as bien beau vouloir toutes les rues piétonnières du monde, il n'y en aura pas une crise. C'est ça qui va arriver. Si tu prends une rue achalandée puis tu mets, c'est juste des piétons, il faut qu'autour, tu enlèves tous les parcs-communs. Donc, les gens vont venir sur ta rue, ils vont avoir de l'ambiance, le monde va venir marcher, mais tu vas pouvoir parquer ton char quelque part. À un moment donné, là, je peux pas parquer mon char ou ça me coûte une fortune. Tu es rendu à 3 pièces et demie l'heure, là, parquer un char. Là, je parle pas de Montréal, je te parle de Québec. Donc, 3 pièces et quelques de l'heure, parquer un char. À un moment donné, tu te dis, ah oui, il y a un petit commerce. Oh, en fin de compte, regarde, je vais rester dans mon coin. Moi, je vais rester à Beauport, il y a du parking, puis le commerce. Tu sais, pourquoi je me donnerais du trouble pour aller là? Et là, l'histoire. Ouais. Et là, l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la roue, à place de tourner par en avant, elle tourne par en avant. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe, Jeff? Un commerce, 2, 3 commerces ferment. Après ça, c'est goodbye. Il n'y a plus rien qui se passe. C'est goodbye. C'est ça. Tu sais, des rues avec... Écoute, on parlait hier avec Régent de Montréal, mais on pourrait parler d'un paquet d'endroits. On la connaît, la recette, pour tuer des rues. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme nouveau, ça, là. On sait exactement comment faire pour tuer le commerce. Puis derrière ça, by the way, il y a des drames humains. Là, quand il y a des business qui ferment ou encore qui font faillite, il y a des drames humains. Là. Ces gens-là n'ont pas conscience de ça. Mais c'est un manque de... Je dirais que c'est carrément un manque de respect. C'est un manque de... Tu sais, pour eux autres, là, les petits commerçants, c'est un genre de patendant, de gugus qui traînent, là, qui sont obligés de dealer avec. Mais ça les écœure dans le fond d'eux-mêmes. Hey, petite affaire complètement. Mais c'est un peu relié parce que je te dirais que je regarde de plus en plus nos différents politiciens. Puis surprenamment, les politiciens qui nous donnent des services de proximité qui devraient s'occuper de nous pour des affaires aussi basiques que s'assurer que les patinoires soient glacées avec des systèmes réfrigérés, puis avoir des belles patinoires, puis des parcs de baseball, puis des parcs qui sont bien entretenus, etc. Ils sont devenus comme des politiciens de haut niveau, puis je dirais que de classe quasi mondiale, parce qu'on ne s'en occupe pas du World Economic Forum, le WEF. On s'en occupe pas, là. Mais il se passe des affaires bizarres, là. Et nos maires et nos petits politiciens sont vraiment embarqués dans ce mood-là. Puis on est là, puis on les laisse aller là-bas avec la bouffe, les grosses cérémonies, les gros soupers, les voyages en jet privé, etc. Mais il faudrait peut-être commencer à checker un peu. Parce que qu'est-ce qui se discute là en ce moment au nom du climat, surtout. C'est beaucoup au nom du climat. On est sur le point... si vous pensez que la COVID vous a enlevé des droits fondamentaux qui étaient chers à vous, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont encaissés, là, mais il y en a des gens comme nous autres qui étaient qui étaient pas contents de ce qui se passait, très inquiets de ce que ça va nous amener vers l'avenir, vers où ça va nous amener vers l'avenir. Eh bien, on commence à savoir vers où il va nous amener. J'écoutais un gars qui était là, un conférencier, et lui, il dit, nous devons maintenant connaître le footprint. Il faut que les gens aient je le dis en anglais, là, mais on le traduira après, un footprint tracker pour l'émission de carbone pour chacun des individus. Donc, ça veut dire que dans votre téléphone, OK? Là, vous avez une montre. Vous avez une montre Apple
ou une autre sorte, puis la montre vous donne le nombre de pas que vous avez fait, telle affaire, ça vous donne votre cœur, ça vous donne un paquet de choses. Mais là, sur cette montre-là, il y aurait également une application avec de l'intelligence artificielle. Je vous dis ça comme ça, là, comme eux le voient. Et ça, ben, vous auriez votre footprint carbonique. OK? Ça veut dire que si, mettons, toi, tu conduis longtemps pour aller au travail, si après ça, tu fais telle affaire, tu sautes dans un avion pour aller au rendez-vous à Calgary, mettons, tout ça est calculé. Parce que sur le web, Jeff, il existe des espèces de... C'est les Green qui ont mis ça là. Des espèces de calculateurs pour savoir de ton empreinte carbone. Là. C'est ça l'affaire. Oui, mais ça, c'est bon, ça, c'est de la folie. C'est une forme de folie de juste le lancer, mais eux autres, c'est pas tous des élus en passant, là, mais c'est des décideurs qui ont l'air à décider pour nous autres de quel genre de vie on va vivre plus tard. Mais eux autres, ils veulent finalement, avec ces données-là qui vont être envoyées quelque part, ils veulent être capables de manager ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on consomme, où nous voyageons et comment nous voyageons. Et ça, là, je veux dire, on peut bien dire que c'est tel gars, puis là, eux autres, ils ont un nouvel ordre économique mondial. Non. Je veux dire, ça, c'est pas une vidéo bizarre sur YouTube, là. C'est une vidéo qu'on a eue hier qui a été enregistrée au World Economic Forum. Là. C'est exactement ce qu'ils veulent faire. C'est qu'ils veulent, ils veulent maintenant qu'on leur émette notre empreinte carbonique de manière quotidienne. C'est quoi le but de ça, ultimement? Vous savez, c'est quoi le but de ça? Ça veut dire que si, mettons, dans les 2 premières semaines de janvier, vous avez fait 2 voyages, bien, probablement que le but, ce sera vous empêcher de faire un autre voyage le reste de l'année. Donc, il y aura des calculs. Vers quoi on s'en va avec toute cette folie-là? Je vous le dis, là. Tu sais, des fois, on est là, les woke, les ci, les ça. Oui, mais il y a une gang. Nos politiciens sont encore plus woke et plus dangereux parce qu'eux autres, ils prennent des décisions qui auront des impacts sur notre vie quotidienne. Et on est là à avoir la tête un peu partout pour ne pas checker ce qui se passe. Mais ces gens-là vont vous empêcher de voyager tantôt, là. Ces gens-là vont vous empêcher de manger un steak à un moment donné. Là. Quand vous allez être rendu à une quantité de viande X, ils peuvent le faire. Vont vous dire... Oui, c'est sûr qu'ils peuvent le faire. Ils ont été capables de nous empêcher de se promener d'une région à l'autre. Ils ont été capables, par des applications, de nous empêcher de rentrer dans l'avion. Ils me demandaient, moi, des informations là, de vaccins, puis tout ça. Ça me prend des informations. Sinon, je ne peux pas embarquer dans l'avion. Donc, ils peuvent mettre des barrières comme ça à chaque chose. Là. Exact. Oui. Jerry... La COVID, c'est une pratique. Là. Ben oui, la COVID, c'est une pratique. Jerry, la COVID, ça a été aussi une occasion de voir comment tolérant on allait être. Et on a échappé la balle. On a, pas nous autres, pas vous autres, pas les gens qui écoutent Radio Pirate Live, pas les pirates, non, vous n'êtes pas le même. Mais la majorité des gens alentour de vous, eux autres, ils ont envoyé le message, on peut faire ce qu'on veut si on leur fait peur. C'est ça le message qui est arrivé pendant la COVID. Et je vais vous dire une affaire, ça va... Hey, en parlant de COVID, vite de même, juste avant de finir et de s'en aller vers... est-ce que Mr. Wine, est-ce que Joe s'est réglé? Est-ce qu'on va l'avoir dans le prochain bloc? On travaille encore là-dessus. OK, tu travailles encore là-dessus. Anyway, au pire, on fera le vestiaire avant, puis on fera Joe après si jamais tu as besoin de temps, donc il n'y a pas de stress. Parfait. Les gars du vestiaire sont prêts pour le faire. Juste vous dire, et ça non plus, il y a beaucoup de sujets qui sont comme pas parlés chez nous. Hein. C'est bizarre. Hein? Parce que des fois, quand c'est pour fouiller une histoire au loin, sur quelque part dans la planète, je sais pas, moi, de trouver un enfant qui a été... j'ai fait transporter en ambulance parce qu'il y a eu un problème avec le poêle au gaz. Mais c'est arrivé la semaine passée, une histoire en Belgique. Ils l'ont trouvé. Donc, ça veut dire qu'ils regardent les nouvelles pas mal, puis il y a des nouvelles qu'ils laissent de côté. Mais celle-là est spéciale parce que ça fait à peu près une semaine et demie que le sujet est un sujet très important en Grande-Bretagne et personne ne parle de ça. Souvent, Radio Pirate et investigateurs regarde, sur les poêles, on était premiers. OK? Souvent, on est les premiers à parler de ces sujets-là, puis par après, ça suit. Donc, peut-être que je peux me tromper de 24 heures, mais pour l'instant, personne n'a parlé de ça encore. Mais en ce moment, en Grande-Bretagne,
il y a un nombre de personnes qui meurent d'une patente qu'on n'a jamais vue. OK? C'est arrivé pendant la COVID. Il y a eu 2 gros pics pendant la COVID de surmortalité. Et il y en a eu un autre, appelons ça un demi-pic. Mais là, on connaît un pic en ce moment de mortalité en Grande-Bretagne qui est en train d'aller égaler la première vague de COVID qu'on a connue au mois de mars, avril 2020. Donc, en ce moment, là, il se passe quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec la COVID. Ça n'a rien à voir avec la COVID. Il y a eu 3000 morts de plus de gens qui sont décédés depuis les dernières semaines, en moyenne à chaque semaine. Mettons, je vous donne un exemple. Mettons qu'en Grande-Bretagne, habituellement, il meurt 20 000 personnes par semaine, en moyenne. Et là, il en meurt 23 000. Oui. Et là, ils se disent, attends un peu, on va aller checker dans les hôpitaux. Si tu as la COVID, y a-tu quelque chose? Y a-tu de quoi? Non, il y a absolument rien. Et là, on essaie de savoir qu'est-ce que c'est. Et il y a des gens qui appellent pour une enquête exhaustive maintenant. Vous savez de quoi je veux vous parler, là. Vous savez vers quoi je m'en vais, là. C'est que beaucoup de monde pense que... Eux, ils ont été quasiment tous vaccinés avec le vaccin là, qu'on a eu au début qui a été problématique, là, le AstraZeneca. OK? Donc, la Grande-Bretagne a stické sur le AstraZeneca. Et on en entend parler des histoires de problèmes cardiaques. On entend parler de plein de gens qui... Avant, on n'entendait pas parler de ça. Il y a un spécialiste quelque part qui nous a dit « Ouais, mais c'est normal, là, c'est le temps de l'année où les gens font des crises de cœur. » Pardon. Je m'ai entendu parler qu'il y avait une saison pour les crises de cœur. Donc, on essaie un peu d'atténuer ce qui se passe. La vérité, sans que je puisse vous dire que si c'est lié au vaccin ou non, mais c'est juste weird de voir qu'on entend plein d'histoires sur des gens qui meurent de crises de cœur comme on n'a jamais entendu parler avant et des gens en pleine shape. Il y en a tout partout, dans le monde. En tout cas, on n'a jamais entendu parler avant. Et là, ben, en Grande-Bretagne, on aurait 3000 personnes de plus qui meurent par semaine. Et l'enquête qu'on veut, c'est d'aller voir si c'est pas relié au vaccin. Oui. Donc, parce que ça commence à être très bizarre, ce qui se passe. Et j'espère que pour une histoire d'orgueil, juste d'avoir raison, OK? Parce qu'il y a des gens, là, moi, tu sais, je suis bien des gens sur Twitter, puis à un moment donné, il y a un gars qui était anti-vax, comprends-tu ce que je veux dire? Lui, il démolissait les anti-vax, il faisait ça 50 tweets par jour, sa vie, ce n'était que ça, c'était juste de démolir les anti-vax. Et en fin de semaine, il a avoué que finalement, les anti-vax avaient raison sur toute la ligne. Et il a fait son mea culpa. Mais lui, c'est pas un politicien, c'est un gars qui brasse, vous connaissez peut-être sur Twitter, il s'appelle Scott Adams. Donc, Scott Adams, c'est le gars chauve avec les lunettes là, qui fait des genres de podcasts sur Twitter. Le gars est très suivi, il doit avoir à peu près quoi? Il a 846 000 followers. Donc, beaucoup de gens le suivent. Et le gars, pendant la pandémie, a fait des prédictions. Mais il était très en guerre. Et là, en fin de semaine, il a dit « Je fais mon mea culpa, les anti-vax ont raison. » Il dit « J'aimerais ça savoir pourquoi ils ont eu raison, ça c'est le bout qui me manque, mais finalement, je suis obligé de dire qu'ils ont eu raison. » Et il y a de plus en plus de gens qui allument, mais il y a beaucoup d'orgueil. Tu sais, chez les politiciens, chez les médias, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orgueil. Est-ce qu'on s'empêche de fouiller avec une enquête exhaustive, de savoir qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a plus de choses? Est-ce qu'on le fait de manière sérieuse? Alors, en Grande-Bretagne, il y a énormément de pression parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui meurent de manière subite et on ne sait pas trop pourquoi. Il y a plus de morts qu'à l'habitude. Et entre vous et moi, là, comme l'impression que même si c'était ça, ils feraient tout pour pas qu'on le sache. Parce qu'il y a énormément d'orgueil. Ils veulent avoir raison et ils savent en dedans d'eux autres qui se sont fuckés pas à peu près. Donc, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne. Personne n'en parle ici. Quand même louche, ça. Habituellement, ce genre d'histoire-là, si c'était des gens qui mouraient de la COVID, on le saurait. Là, on ne sait pas trop de quoi ils meurent. On le sait pas. Quand même bizarre. On vient dans un instant
Est-ce que le vestiaire suit? Jeff, je te confirme que Joe va être avec nous autres après la pause et il veut parler de ce que tu viens de parler. OK, super. On parle de ça après. Radio Pirate. 100% Pirate. Radiopirate.com. OK, de retour sur Radio Pirate Live. On a réussi à se brancher avec notre chum Joe Hamel. Joe, content de te parler finalement. Yes. Tu m'entendais jaser des dernières affaires sur ce qui se passe en Grande-Bretagne. Tu voulais rajouter quelque chose très louche qu'on n'ait pas... juste l'info quand même au Québec. Et personne ne parle de ça. Non, mais c'est drôle parce que Scott Adam, à la base, moi, je l'ai connu un peu par la politique, là, parce que à la base, c'est un démocrate de gauche. Je pense qu'il restait en Californie, mais il a déménagé. C'est aussi le créateur de Dilbert. Là. C'est un gars qui est le petit cartoon. Là. C'est un gars qui a fait beaucoup d'argent avec ça, donc très connu dans les médias. C'est un des premiers qui avait prédit l'élection de Trump en 2016. C'est lui qui avait compris, sans être un fan ou un républicain, disons, c'est lui qui avait compris le phénomène populaire de Trump un peu avant tout le monde. Il a même écrit un livre là-dessus. Donc, c'est assez drôle de voir comment il peut avoir une telle dissonance cognitive entre le fait de pouvoir comprendre des phénomènes complexes au niveau politique, c'est quelque chose qui s'organise des fois avant même que ce soit évident. Donc, lui, il avait vu ça dès le début. Et la pandémie, la pandémie, ou surtout la gestion catastrophique de la pandémie par les différents gouvernements, on dirait que ça l'a brouillé le jugement. Il y a des gens qui ont complètement... le disque a complètement débarqué. Là. Donc, Scott Adams, c'est un bon exemple. Là. Je l'écoutais avant la COVID, même s'il n'était pas de notre côté. C'était un gars quand même bright, c'était un gars qui avait des bons vidéos, je trouvais mais quand est arrivé la COVID, le gars était complètement cinglé. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la gang qui ont comme voulu signaler qu'ils étaient du bon côté en prenant à partie, comme tu disais, ce qu'on appelle entre guillemets les antivax, ou dans le fond, les antivax, c'est n'importe qui avait des questions ou des réserves sur les campagnes coercitives de vaccination massive, mais ça, c'est un bon exemple. Puis il y en a plein là, des gens qui ont déçu. En fait, on a vu la vraie couleur des gens là, dans les 2 dernières années. Puis ça, il faut s'en rappeler. Là. #NeverForget. Là. Non. Ben, c'est drôle parce que j'ai eu cette discussion-là avec Yann Sénéchal cette semaine. Puis Yann dit moi, je pense qu'il faut tourner la page pour les rendre ailleurs. Moi, je dis pas sûr de ça. Moi, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des excuses ou un pardon, un genre de demande de pardon, parce que ce que nous voyons, on dirait que et on est très tôt là, dans l'après-COVID, entre guillemets, et déjà, le nombre d'endroits et de places où ce qu'on s'est fourré puis que finalement, on donne raison. Puis on donnait raison pendant la COVID, mais là, c'est à vitesse grand V que ça se passe. Et ces gens-là essaient de faire semblant que c'est rien arrivé, qu'il n'y a rien arrivé, qu'ils n'ont pas fait d'erreur, puis que tout est beau, puis que c'est comme s'il n'était pas arrivé de COVID, comme s'ils ne nous avaient pas demandé de rester embarrés dans nos maisons. Et moi, je dis, non, on a un devoir de s'en rappeler, et on a un devoir, parce qu'à un moment donné, si on veut rebâtir quelque chose avec des gens avec qui on s'est pogné ou n'importe quoi, il faut que les gens qui nous ont menti finissent par avouer qu'ils se sont trompés et qu'ils nous demandent pardon, mon oncle. Moi, cette affaire-là, j'y tiens. Puis ce gars-là, il s'est excusé en fin de semaine. Il y a un peu d'ironie dans son affaire. Oui, ça, c'est un bon début, du moins, mais ce qui est inquiétant là-dedans, c'est surtout les précédents qui ont été faits durant cette crise-là. Là. Comme tu dis, les mesures liberticides qui ont été déployées, il y en a certains que ça a fait leur affaire parce que ça permettait de pointer du doigt les méchants, entre guillemets, de la droite. Puis on l'a vu, par exemple, avec le convoi des camionneurs, etc. Il y a eu tout un narratif qui s'est construit sur « Ah, voici les méchants ». Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'éventuellement, les mêmes précédents vont être utilisés pour attaquer une cause qui vous tient à cœur ou quelque chose dans lequel vous... Par exemple, on regarde comment le fédéral a réagi à ça. Imagine que tu avais une remontée du souverainisme, puis somehow, un nouveau référendum. Penses-tu que ces mesures-là et les précédents qui ont été utilisés pour faire la répression des protestations à Ottawa, tu ne penses pas que ça serait utilisé? Combine à ça la loi C11 sur le contrôle du discours sur Internet. Donc, faites bien attention avec le fait de cheerleader la répression de dissidents par l'État parce que ça finit toujours par... La révolution mange toujours ses enfants, là, dans le sens que
ça va finir par attaquer ou atteindre une cause là, qui vous tient à cœur. Puis ça, c'est drôle de voir justement la gang de péquistes et les solidaires qui, justement, on pivote là, au niveau de l'économie. On en voit, la première conséquence évidente, puis ça, c'est la première fois, je pense, qu'on voit ça dans une crise, le fait qu'il y a eu une telle expansion monétaire lors des 2 dernières années qu'on a eu un effet direct sur l'inflation. Et ça, c'est n'importe qui avec le moindrement de sens le voit, à part les économistes, là, ça les exclut. Mélanie Joly aussi a dit que c'est l'Ukraine. Oui, c'est vrai, c'est l'Ukraine, c'est ça, c'est drôle. C'est ça. Mais ce qui est drôle, c'est que les gouvernements n'ont pas d'impact sur l'inflation quand c'est le temps de la causer, mais ils ont un impact pour la faire baisser. C'est comme une genre de contradiction. Là, donc, et là, on a vu la Banque du Canada, tu vois, 4,5 %, qui n'est pas un taux qui est exceptionnel en passant selon des normes historiques. Là, c'est dans la. Je reviens toujours sur mon graphique de 5000 ans des taux d'intérêt qui se situent entre 5 et 10 %. Là, donc, c'est dans plus la normalité que 1 ou 2, on s'entend. C'est une augmentation quand même sans précédent en termes de. On est passé de 0,25 à 4,5 en l'espace de 2 ans. Donc, c'est quand même majeur comme augmentation. C'est sûr que vous avez acheté une maison qui était surévaluée, puis il y a une surenchère, puis vous étiez déjà un peu pris à la gorge. Bien, c'est sûr que l'augmentation des taux, ça affecte directement ce genre d'investisseurs-là. Là. Et ça, on voit, en fait, c'est les conséquences directes. Et la droite intelligente, ce qu'on voit notamment avec Poilievre, c'est qu'ils vont utiliser son discours, là, il ne va pas le changer. Là. Il place cette conséquence-là en droite lignée avec l'expansion monétaire pour financer les déficits de Trudeau. Là. Il a totalement raison là-dessus. C'est drôle que tu parles des méchants, puis c'est ce qu'on a fait tout le long. Aaron Rodgers, qui a fait un podcast, je ne me rappelle pas avec qui, je pense que c'était avant-hier. Puis Aaron Rodgers disait, c'est facile maintenant. Moi, avant, j'étais bien aimé par tout le monde. Puis depuis la COVID, je suis comme devenu, il dit, dans la société d'aujourd'hui, avec les woke qui mènent la patente un peu partout, dans le domaine des médias, etc., il dit, ça vous prend un héros et ça vous prend un vilain. Donc, une fois qu'on a le protagoniste, une fois qu'on a l'antagoniste, puis une fois qu'on a le good guy et le bad guy, ben, on a pas mal réglé le cas. C'est un peu bizarre parce qu'on le voit, malheureusement, c'est un peu ce qu'on a fait avec les élections, puis qu'on est en train de faire pour les élections fédérales. On l'a fait aux élections provinciales. Donc, on a trouvé le bon gars. Le bon gars, c'est le gars qui mange du fromage, puis l'autre, c'est le gars qui crie contre les mesures. Donc, on était capable d'identifier pour rassurer le monde. Lui, c'est le méchant et lui, c'est le bon. Qu'il soit bon pour vrai ou pas, c'est pas important. Qu'il soit méchant ou vrai, c'est pas important. Maintenant, on identifie clairement, en partant, chaque fois qu'on a un objectif, on choisit qui sont les bons et on attaque constamment les méchants, puis ça fait que les bons peuvent s'en tirer. Mais ça, c'est une nouvelle. Ça a toujours un peu existé, mais je veux dire, là, maintenant, c'est vraiment leur plan de match et ça a été utilisé à tour de bras pendant la COVID et ça va être utilisé à tour de bras pendant toute la campagne de fou qu'on aura pour les 10-15 prochaines années sur le réchauffement climatique. Mais pour la démocratie, c'est que les gens qui gobent ça puis qui sont souvent, je dirais, manipulés d'une manière médiatique pour savoir qui sont les bons et les méchants, je veux dire, ça, on n'a pas d'avenir. Je regarde le traitement qu'il y a au Québec, Poilievre. Je regarde les attaques quasi quotidiennes des commentateurs de Québécois, puis on sait que Québécois a, je vous dirais, le gros contrôle là, sur l'opinion publique d'une majorité de boomers francophones. Le gars a zéro chance, qu'il soit bon pour vrai ou qu'il soit méchant pour vrai. C'est peu important. Ça, c'était peurant, ça, cette démocratie-là. Ça a toujours été un peu pareil, mais ce qui est différent aujourd'hui, je pense, c'est qu'il y a une espèce de consensus médiatique, alors qu'avant, tu avais, je pense, une plus grosse différence entre les médias et entre les différents journalistes et chroniqueurs. Tu avais une certaine indépendance que tu n'as plus aujourd'hui. Là, c'est vraiment essentiellement. Puis regarde à quelle vitesse les narratifs s'installent. Tu sais, l'histoire, le délire des poêles au gaz, là, ça s'est installé globalement en l'espace de quoi, une semaine, cette affaire-là? Oui. Donc, oui, à peu près. c'est incroyable. Là. Et c'est de plus en plus stupide et de plus en plus rapide. Et je reviens tantôt, je disais, oui, il y a des gens qui nous ont déçus par rapport à comment ils ont agi, par rapport à justement à toute la répression qu'on a vue, mais il y a des gens qui nous ont surpris aussi. Puis on se ramasse avec des gens qui... moi, il y en a quelqu'un qui m'avait écrit, je me rappelle, il dit, tu sais, je t'aimais pas tellement au début à Radio X, tout ça, mais tu sais, je trouve pendant la pandémie, les observations que tu as faites...
y a personne il y a très peu de monde qui faisait ce genre d'analyse-là. Puis là, tu vois, j'ai commencé à suivre tout ça. Fait que puis même des gens peut-être plus à gauche aussi, les gens qui sont vraiment attachés à la liberté, parce que c'est quand même spécial, là, le pivot que la gauche a fait au début des années 2000, il était contre la guerre, contre les grosses corporations. Maintenant, ils veulent envoyer des tanks fabriqués par General Dynamics en Ukraine, et c'est des cheerleaders de compagnies comme Pfizer. Là, fait que c'est quand même incroyable de voir que la gauche autoritaire a réussi à prendre le dessus sur le narratif populaire et médiatique en général. Et n'oubliez pas que ces gens-là, à la base, ce sont des activistes. Là. Quelqu'un me posait la question hier, comment ça que les médias... Pourquoi, par exemple, des élus comme Valérie Plante puis l'autre en chouclac à Québec veulent juste des trains? Pourquoi ils ne se concentrent pas justement sur des dossiers spécifiques d'administration municipale de base, autres que le climat puis les glaciers qui fondent en Arctique? C'est parce qu'à la base, ces gens-là, ce n'est pas des administrateurs ou des gens qui sont là pour, mettons, entre guillemets, en redonner plus pour l'argent des taxes des citoyens. Ils sont là parce que ce sont des activistes. Ils ont des agendas politiques personnels, collectivistes, et c'est ça qui les motive chaque matin à rentrer dans le bureau du maire. Là. C'est ça, c'est quels sont les leviers que je vais utiliser aujourd'hui pour pousser mon agenda politique. Imagine, il se pense des petits maires, en tout respect pour le poste de Montréal et de Québec, mais je veux dire, c'est du monde avec des postes insignifiants, puis ils pensent vraiment aux autres qui peuvent avoir un impact sur le climat. Alors que leur ville, si on parle de pollution, on voit les images qui ont été diffusées pas mal depuis 48 heures sur Montréal, puis tu y vis, tu sais comment est-ce que cette ville-là est devenue délabrée. Sacrément, ils sont le day-to-day complètement abandonné, ils sont là, ils vaguent sur des patentes un peu louches, des histoires qui s'inventent dans leur tête. On va dire de quoi ils ont besoin d'être amenés à la réalité, pas à peu près. Hey, j'ai 2 sujets pour toi dans le bloc à jaser, Joe. Ce qu'on a appris, d'abord, on en a parlé un peu, mais c'est parce que là, ça continue l'histoire d'Hydro-Québec, là. On a su il n'y a pas longtemps que Hydro-Québec, on avait de l'électricité pour plus savoir quoi en faire. On est prêt à en vendre. On est prêt à amener des compagnies. Si vous voulez avoir une autre aluminerie, amenez-en une. On est prêt. Si vous voulez avoir une compagnie d'ici, on va vous prendre. Si vous voulez avoir une compagnie de cloud, donnez-vous-en. Donc, on avait. Est arrivé la genre de campagne. On s'est rendu compte dans l'espace de quelques mois qu'on n'a plus. En tout cas, du moins, on est plus limite qu'on avait. Et on apprend ce matin, selon Radio-Canada, que la puissance d'Hydro-Québec est dangereuse. On l'a vu dans le temps des fêtes. On sait que le réseau est un peu louche et même si on avait eu du froid, il y aurait probablement eu des décès dans le temps des fêtes. Là, on apprend que la puissance d'Hydro-Québec est menacée par le poids des véhicules électriques. Des choses que toi et moi, que Jerry, que nos auditeurs savent depuis longtemps. On s'est dit, voyons, c'est sûr que s'il arrive demain matin un switch rapide des voitures à gaz aux voitures électriques, le réseau n'est pas capable de le prendre. Et là, il y a une nouvelle étude, imagine-toi. Ça leur a pris une étude pour arriver au fait que... Je ne sais pas c'est quoi le but visé derrière ça. C'est-tu d'essayer de développer d'autres barrages puis d'essayer de prouver un point avec toute l'histoire qui est arrivée avec Brochu? Mais comment se fait-il que ces gens-là nous parlent de chars électriques depuis 5-10 ans et que c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que Hydro-Québec, le réseau serait incapable en hiver de fournir si jamais on était tous avec des chars électriques. Voyons, sacrément, sont-tu malades? On sait ça depuis longtemps. Ben non, évidemment. Écoute, si tu prends le parc automobile au complet, non seulement la demande en puissance serait incroyable, mais tu auras aussi un énorme problème en termes de recharge, là, parce que tu le vois déjà, en fait. Tu regardes un peu dans les bornes Tesla ou même les bornes normales, ça fait souvent la file. D'ailleurs, j'ai trouvé assez drôle le papier de Fake Pat Lagacé qui, malgré lui, a fait un excellent exposé sur comment c'était de la merde faire des road trips avec un char électrique. Là. Quand il a fait ça à Upstate New York, je sais pas trop, là, la semaine passée. C'était assez drôle, cette ça, c'était drôle, en le Mais écoute, je lisais ça. D'ailleurs, je lisais un thread sur un fil sur Twitter. D'ailleurs, je pense que c'est Thomas Gerbet qui avait publié cette étude-là sur ce que tu dis, là, la demande en énergie. Mais il parle aussi savez-vous que les voitures sont de plus en plus lourdes? Et là, tu as une espèce de stagiaire, d'équitaire, qui dit, je pense que vous l'aviez déjà vu, ce terme-là, en effet, on assiste à la camionnisation de notre parc automobile. Parce que là, ils disent que les voitures sont de plus en plus grosses et plus longues, en fait, plus pesantes aussi.
Et là, moi, je répondais à la dame, elle m'a pas répondu. Oui, excuse, elle m'a répondu, mais quelque chose qui est complètement stupide. J'ai dit, ouais, c'est drôle, mais t'as-tu le graphique aussi de l'efficience des moteurs depuis 30 ans? Mettons, tu sais, en termes de consommation par kilogramme, là, parce que dans le fond, rappelez-vous, dans les années 70-80, les voitures pesaient plusieurs tonnes, c'était fait probablement en acier, et ça consommait une quantité incroyable d'essence. Alors qu'aujourd'hui, tu as quand même des camionnettes, mettons des F-150 avec qui sont maintenant, la plupart, c'est rendu des V6, qui ont des consommations là, de petites compacts dans les années 70. On parle de presque 20 000 au gallon et plus. Là. Donc, c'est complètement ridicule de faire le lien entre l'augmentation de la taille des véhicules, parce qu'évidemment, les gens sont plus riches en général. Donc, dans le fond, le SUV est devenu un peu la voiture normale pour les familles, on s'entend. Là. Puis, les SUV, souvent, on s'entend, c'est pas vraiment des SUV, c'est des genres de voitures jackées. La plupart des ce qu'on appelle les hybrides. Là. Mais là, c'est ça. Là, c'est rendu leur terme, la camionnisation de la société. C'est comme s'il y avait une espèce de radicalisation des automobilistes qui se promènent avec des pick-up avec des drapeaux confédérés. Là. C'est complètement débile comme narratif. Là. Mais c'est quoi le but derrière l'histoire d'Hydro-Québec? J'essaie de savoir. C'est-tu de bâtir des nouveaux barrages ou c'est de nous imposer la fameuse patente là, de nous limiter dans notre consommation d'électricité, de gérer notre chauffage, de gérer l'heure qu'on prend un bain ou qu'on part le lave-vaisselle? C'est quoi? Il y a quelque chose derrière ça? Puis, parce que c'est pas d'hier. Tu sais, quelqu'un m'avait déjà écrit, m'avait déjà dit, mon beau-père ou son père était impliqué chez Hydro-Québec, il avait dit, il n'y a pas longtemps, il avait dit, on le sait que si jamais 15 à 20 du parc automobile switchait de gaz à électricité pour les voitures, on est foutu. Donc, ils le savent. Donc, il y a de quoi derrière ça, encore une fois? Ils ont un genre de patente, parce que souvent, c'est une question de faire peur un peu, de jouer avec les émotions, pour après ça, passer quelque chose. Il y a comme un bâtissage de quelque chose qui m'inquiète un peu dans l'histoire. Là, il y a tout le narratif énergétique mondial là, qui est en termes de... C'est drôle parce que c'est en totale contradiction, on le voit, là, avec justement l'idée d'électrifier tout. Là, alors que, puis juste en demande de métaux rares et métaux pour les fabrications de batteries, c'est incroyable, là, la demande potentielle, juste pour suffire à la demande de... Juste la croissance constante des voitures électriques au rythme actuel. On est déjà limite là, dans par exemple, le lithium, le nickel, le cobalt. Donc, imagine si tu devais faire cette transition-là de A à Z. C'est irréaliste de penser que ça va arriver. D'ailleurs, ça commence on avait parlé précédemment, là, il y a déjà des gens dans le secteur de l'automobile qui commencent à dire, vous savez, c'est peut-être, c'est un secret de polichinelle dans l'industrie, mais il y a beaucoup de monde qui pense que c'est pas réaliste, que 100% du parc va avoir une transition. Moi, je pense que on va le réaliser ça dans les prochaines années. Comme d'habitude au Québec, on va être comme 5-10 ans en retard. Là. Hydro va rester dans ce narratif-là, alors que la transition mondiale vers un retour à la réalité énergétique mondiale va probablement s'orchestrer. Là. Ça prend une couple de gouvernements qui se font tasser. Là. Je pense qu'on va finir un cycle de gouvernement. Regarde, tu le vois. Là, regarde la dame en Nouvelle-Zélande qui part. Trudeau, c'est tout son dernier mandat. Qu'est-ce qui arrive en 2024 avec les États-Unis? Il pourrait y avoir un shift, je pense, vers la droite populiste là, et le narratif de rationalisation de l'énergie et de contrôle. Puis c'est à différents niveaux. C'est pas juste la voiture électrique puis l'énergie. Regarde le narratif, ce qu'il propose au niveau, par exemple, du dollar numérique contrôlé par les banques centrales. Il y a un paquet je pense, de technologies et de propositions de technologies qui donneraient un contrôle additionnel au gouvernement sur le citoyen, qui sont, à mon avis, très, très dangereuses et pernicieuses. Et la droite populiste va s'opposer à ça. Tu le vois d'ailleurs, Poilievre, c'est la grande partie de ses thèmes, c'est ça, là, s'opposer au contrôle additionnel de la Banque centrale sur l'économie canadienne, relancer l'industrie du pétrole et du gaz au Canada. Donc ça, je pense que la réalité énergétique va nous rattraper. C'est déjà le cas, tu le vois déjà en Europe. Mais ici, ça va nous rattraper. Jerry, tu m'as mis un petit message. La CAQ, je dis ça à Joe si tu ne l'as pas vu, le message, mais la CAQ donne des cadeaux à ses candidats vedettes. Oui. Imagine-toi, elle a perdu.
Mais c'est une ancienne péquiste que la CAQ a essayé de récupérer comme candidate de la CAQ pendant la dernière élection. On a voulu en faire peut-être même une genre de ministre, ancienne mairesse elle-même, ancienne péquiste élue aussi. Je pense que son chum, c'est Maca Cotto. Il s'en va en Imaginez-vous les vacances, beaux cadeaux, toi. Je regardais ça. Là, premièrement, ça devrait tout être aboli, là, ces bureaux-là. Les bureaux du Québec à l'étranger, c'est quoi le rapport, premièrement? Le Québec n'a pas à avoir de bureau à l'étranger. S'il y a probablement déjà d'autres antennes qui sont représentées la Saint-Hilaire comme à Barcelone, c'est pas Québec et pire. compagnie, là. Mais avoue que c'est pas pire, là. La Saint-Hilaire à Barcelone, là, comme C'est job. une des là. plus belles villes au monde. Là. On s'entend-tu que c'est un cadeau? Non, puis probablement avec voiture de fonction, appartement et salaire, probablement un des plus élevés dans l'échelle gouvernementale. Puis son mari Donc, va la suivre. Son mari va la suivre. Donc, ça fait des belles vacances. Avec la pension du fédéral, s'il vous plaît. Bien Donc, sûr. non, c'est la belle vie. Non, Félicitations. c'est extraordinaire. La Mais Rambla. pour être là, il faut que tu parles espagnol. Là. Hein? Parles-tu espagnol? Ouais, je sais pas si elle va se rapprocher des rebelles catalans pour. Ouais. Ouais, les rebelles catalans. c'est beau. Hey, pour finir, la banque a augmenté de 0,25. Est-ce que c'est la dernière augmentation? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qui arrive avec ça? On s'en doutait, là, mais je veux dire, c'est quoi le plan? Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies à part de... Parce que là, actuellement, je sens pas nécessairement qu'il y a un retour à un genre de... Je dis pas qu'on s'attendait à ce que les prix reviennent à la normale, là. Habituellement, quand ça monte, ça redescend plus, là. Mais je veux dire, on sent pas d'essoufflement tant que ça de l'inflation, même que Métro a annoncé aujourd'hui qu'il y a des grosses hausses qui s'en viennent chez Métro dans les prochaines semaines parce qu'il y avait un gel d'imposés aux fournisseurs qui maintenant est terminé. Donc, on est loin d'être sorti du bois. Puis là, on monte encore de 0,25. C'est sûr que ça donne un paquet de problèmes, entre autres à des gens d'affaires qui veulent bâtir des appartements parce qu'on a un problème de logement au Québec dans certaines villes qui sont graves. Il y a des projets qui sont carrément arrêtés en plein milieu de la construction parce que les financiers se sont retirés avec les nouveaux prêts et les taux parce que ça ne fonctionne juste pas. La location de l'appartement au prix de la construction avec le financement maintenant et au prix que tu devrais l'offrir aux gens, ça n'arrive pas dans leur budget. Donc, il y a un genre de cataclysme à plusieurs niveaux qui est en train de se poursuivre. On n'a pas comme le feeling que la Banque centrale est arrivée un peu tard et que là, ils sont en train de s'amuser un peu, mais on n'est pas certain comme consommateurs puis comme citoyens que c'est en train de nous aider bien. Non, ben écoute, je l'ai dit à plusieurs reprises, moi je pense qu'on s'en va dans peut-être plusieurs années à une inflation qui est supérieure à la fourchette qui vise là, de 2 %. Je pense pas qu'on s'en va à 10, 15, 20 % là, mais je pense que ça va demeurer supérieur à ce qu'on a vu par le passé. D'ailleurs, ça fourre un peu les banques centrales, là, parce qu'ils parlent maintenant de moyenne sur plusieurs années en termes d'inflation et non pas de cible absolue là, à atteindre. Donc, ils se donnent une petite marge de manœuvre. On voit pas non plus, là, les restaurants sont encore pleins, Jeff, je regarde, il ne semble pas avoir de ralentissement. Il y avait une couple de sièges libres hier au Centre Bell. Hey, j'étais surpris aussi du nombre de fans. Certainement, 25 % des spectateurs étaient des fans de Boston avec des chandails. Là. C'est quand même pas rien. Mais pour venir sur la hausse des taux, et ça, il faut le dire encore, il faut le répéter, c'est une conséquence directe des politiques des 2 dernières années. C'est une blessure qui est auto-infligée. Là, le gouvernement tente d'en faire plus justement pour contrer l'inflation. Un exemple concret, c'est les chèques que M. Legault a donnés, une mesure elle-même qui est inflationniste. Donc, il faut le rappeler, ça. On peut pas on dit souvent, on ne peut pas changer grand-chose, mais dans les débats que vous avez entre collègues, entre amis, en famille, quand ça sort l'inflation, faut que vous le disiez, que c'est en lien avec ce qui s'est passé. L'expansion monétaire sans précédent en temps de paix t'as raison. pour payer les gens à rien faire pendant 2 ans, pendant que tout était fermé. Là. C'est ça la cause de ce qu'on vit présentement. Là. Quand on dit, est-ce que tu penses que quand on dit que l'année passée, à la même date, le taux directeur était à combien? Il devait être à quoi? Il était à 0,25. Ah, c'est vrai, ils ont commencé en février à augmenter. Et voilà. En fait, ils ont commencé 2 trimestres trop tard. Et ils auraient dû augmenter peut-être 1 % direct en partant. La Banque du Canada a été la première à augmenter, je pense, d'un point complètement. Mais elle était quand même largement derrière la courbe. L'inflation est encore à quoi? Presque 7 %. Et le taux va être à 4,50. Donc, c'est quand même quelque chose, là.
Jerry, tu penses quoi de ça, toi, dans le sens que... Est-ce que tu penses que c'est la dernière? Joe, t'as-tu dit que c'était la dernière, d'après toi? Je te posais la question, mais je suis pas sûr que tu m'as répondu. Non, parce que là, ils vont tenter de faire ce qu'ils appellent un soft landing, là, parce que la courbe d'inflation va tenter de rencontrer... l'idée, c'est que de pas trop... Parce que si t'en fais trop, c'est ça un peu le but, là, c'est parce que c'est comme un genre de paquebot que tu contrôles, puis t'essaies d'éviter le glacier qui est en avant, mais tu sais, ça réagit pas de manière immédiate, là. C'est assez difficile. Fait que ce qu'ils tentent de faire, c'est d'augmenter, oui, mais ils ont peur de trop le faire aussi, parce que c'est pour ça, dans le fond, tu sais, ce qui fait monter le marché boursier, c'est la potentielle éventualité que les taux rebaissent. C'est quand même incroyable, là. C'est vraiment la queue qui dirige le chien, là. C'est une bonne idée. Mais je pense. Moi, je pense, regarde, sans être très, très connaisseur, moi, je pense qu'ils vont y aller doucement avec un petit point 25, tranquillement, pas vite. Puis ils vont faire eux autres même un genre de stress test jusqu'à temps de voir qu'est-ce qui va se passer avec les clés de maison. Quand ils vont voir ça commence à s'énerver un peu trop, là c'est là qu'ils vont mettre un stop. Mais d'ici là, je pense que tranquillement, pas vite, ils vont continuer. Mais à petite grenaille. Ouais, à coup de point 25. C'est souvent ça qui a un effet sur le marché. C'est que si tu passes de point 25 à point 50 ou même point 75, comme on a vu avec la Fed à quelques reprises, c'est là que le marché est surpris, là. Fait que, ils vont probablement continuer à 0,25 parce que, tu sais, regarde, t'as encore un spread important là, avec l'inflation, puis ça va pas se résorber, je pense, à l'intérieur d'un trimestre, là. Je te rappelle, je voyais des présentations, la plupart des banques et des économistes prédisaient un retour dans la fourchette de 2% au premier trimestre de 2024. Moi, je crois pas ça, là. Non. Oh non, impossible. Impossible. Non. Comment t'expliques ça, juste finir? Comment t'expliques ça que les gens ont encore de l'argent pour s'en aller manger dans des restaurants qui sont overpriced, puis que les restaurants sont pleins, puis que... Il semble pas y avoir... Moi, j'entends pas d'histoire si grave. J'entends des histoires sur, comme je vous ai dit, là, les projets immobiliers qui sont arrêtés. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes, qui regardaient pour se bâtir une maison, là, qui viennent d'aviser leur constructeur que je vais prendre une pause, j'ai la misère avec mon financement, à trouver mon financement, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas de... le feu n'est pas pogné nulle part. Effectivement, les magasins semblent pleins, les restos sont pleins. Cet argent-là vient de où? Avant, on me disait, elle vient de la COVID, elle vient d'être imprimée, mais tu sais, je veux dire, les gens ne sont pas passés de 45 000 de salaire à 65 000 de la gang, là. Non, ben les gens, en général, t'as un vieillissement de la population, là, même le boomer qui a travaillé, le syndiqué qui a travaillé au gouvernement toute sa vie prend sa retraite pratiquement millionnaire, là, dans certains cas, là, donc... je pense que tu as un niveau de vie qui est plus élevé qu'avant. Donc, malgré, je pense, ce qui va faire mal, là, c'est le calcul mental que les gens commencent à faire. Puis on le voit d'ailleurs à l'épicerie. Tu commences à dire, ouais, ça, c'est pas mal plus cher que c'était avant. Ça va commencer aussi sur les voyages, l'avion, etc. Donc, tranquillement, pas vite, les boomers vont commencer à faire des calculs sur, ouais, OK, si ça reste de même, parce que ça ne sera pas passager, là, ça, c'est un effet ratchet en passant les prix. Parce que tu as vu, tu as des demandes d'augmentation salariale, 30% à l'ARC, c'est quand même incroyable. Une augmente de 30%, je pense, sur 3 ans qu'ils veulent. Donc, tu as une espèce de... tu as une réaction en chaîne avec l'augmentation des salaires. D'ailleurs, la Banque du Canada avait dit, ça c'est incroyable, la Banque du Canada avait dit, là, augmentez pas les salaires, là, parce que ça va un peu défaire ce qu'on est en train de faire avec l'augmentation des taux. Donc, on veut réduire l'inflation, mais augmentez pas les salaires. Fait que tu vois que ces gens-là contrôlent absolument rien, disent n'importe quoi, ils n'ont pas vu venir ça. En l'espace de 1 trimestre, on est passé de « il n'y a pas d'inflation » à « ah, finalement, ça va être transitoire » à « ouais, ça va durer plus longtemps que prévu finalement », puis probablement que ça va être en haut de 5-6 %. C'est un spread incroyable d'éventualité pour une institution qui devrait normalement être quand même assez conservatrice, on s'entend, là. Oui. Effectivement. Thank you, Joe. Très apprécié. Puis on s'en parle la semaine prochaine. On s'en va vers le vestiaire, mon ami Jerry. T'as ta boîte aussi pour finir tantôt le Radio Pirate Live de ce mercredi. On vient. Pirate. Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Radio Pirate. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score!
qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris Moncan. J'aime toujours cette phrase-là de Guy. Hey, on est avec Les et Dodu pour le vestiaire. Vous êtes salués, mes amis. Dodu, t'as l'air à travailler fort pas mal à ce temps-là. Ouais, ben, c'est ça. La semaine passée, je vous ai dit, j'ai le trou de cul en dessous du bras un peu. Là, ça n'a pas changé. Non? Par contre, j'ai trouvé la version féminine de l'expression. J'ai cru comprendre que la pelote à terre, ça veut dire pas mal la même affaire, ça. OK. Ouais, c'est à l'envers. Ouais, c'est ça. Dépendamment, vous c'est- identifiez à quel genre. Là. Mettons la Mais, plate, oui, mettons la plate à occupé, terre, là, t'essaies de visionner ça, c'est pas terrible. Non. non. C'est, elle n'est pas en shape. Non, la madame est pas en shape. C'est épuisé, ça. Ou D'après à- moi, là, c'est pas mal au bout du rouleau. Ou elle a veinlé pas mal. Ouais. Tu sais, avant qu'on parle de sport, Jeff, faut que je te parle de quoi, par exemple? Parce que là, tu sais, on parle au cheap, là, on est sur le live là, avec les Los Cheapos. Là. Mais là, je pense que je suis un peu en train de perdre le contrôle de mon bar. là. J'ai besoin de vos recommandations. Là. Parce que là, Mme Dodu là, avait de la misère, le sommeil puis tout ça. Puis là, elle s'est acheté un oreiller à 150$. Wow! Fait que là, je suis un peu en train de perdre le contrôle de mon bar. Là. Je vais peut-être avoir besoin de trucs là, de vous autres puis des Los Cheapos qui écoutent, Chris. là. Ouais, mais sais-tu quoi? Parce que là, de ce que je comprends, les revenus vont bien. Madame Dodu avec Nirvana, la belle compagnie qui fait des pompes pour chauffer les piscines à travers une compagnie de Shawinigan qui marche au bout en Floride. Donc, Madame Dodu est celle qui est en charge des ventes ici en Floride. Donc, j'imagine que la paye n'est pas mauvaise. On me dit que Dodu a connu une bonne année avec Tamco aussi. Donc, un petit oreiller à 150$, ça peut faire le job. Là. Ouais, mais là, Jeff, c'est un morceau de peluche, 150$. Non, je sais. Je suis mal Non, mais c'est peut-être parce mal qu'elle faite, est là, mémoire. Ouais, mais juste pour vous dire, tu sais, j'ai eu des problèmes de coups dernièrement, puis mon chiro me dit toujours, le sommeil, ça part de là. Tu sais, on est mal informé, mais c'est super important, un oreiller pour bien dormir, puis tu sais, pas juste dormir les yeux fermés, mais dormir d'un sommeil profond pour récupérer, c'est super important, là. Fait Ouais, que mais moi, toi, je pense Les, que... c'est une carte de mode, là. Non, mais... Je suis pas surpris que tu dépenses 150$ pour Ah un non. oreiller. Moi, je fais partie des cheap, là. Ah non, mais moi, là, je dors partout. Là. Moi, je peux dormir dans un arrêt d'autobus, dans un autobus. Moi, je n'ai pas de ce problème-là. Mais, tu sais, c'est des choses qu'on doit savoir que c'est important. Les oreillers pour dormir, là, tu sais, on est mal renseigné, on est mal outillé là-dessus, mais apparemment que c'est vrai. Mais moi, pas besoin de ça. Là. Moi, j'ai pris un oreiller de qualité avec mousse mémoire chez Dolorama. Elle est écœurante. Tu vois, moi, j'étais plus, c'est ça. On va chez Costco, il y en a 2 dans le paquet en plus, fait que tu sauves un peu là-dessus, puis ça fait le job, là. Ah, je les ai achetés Mais, eux, ça en a l'air que ça Floride. faisait pas. Je les ai achetés en Floride, les oreillers chez Costco. Parfait, ça. Ben, Le numéro genre un. quoi, 19$ pour 2, Mais ça dépend. Ça dépend quel genre de. Ça dépend quel genre de. Tu sais, on est tous différents. Là. Moi, j'aime pas les oreillers grosses. Tu sais, des fois, on va dans des hôtels pas pires, là, les courtyards, les patentes de même. Les grosses, oui, Ils ont c'est des gros. beaux lits. Ça, moi, j'ai de la misère. Ça, j'ai mal. Je me réveille, j'ai mal parce qu'on dirait que l'oreiller est trop grosse. Puis, je suis plus à l'aise qu'une oreiller plus petite. Mais quand tu t'achètes une nouvelle oreiller, ça prend du temps avant qu'elle vienne plus petite. Puis il faut que tu en achètes une de qualité un peu douteuse puis qu'elle vienne petite. Parce que si tu en achètes une de bonne qualité, elle ne viendra jamais petite. Comprends-tu? Ouais. C'est Tu sais, la mémoire qui est. Fait que finalement, celle qui n'a pas de mémoire, c'est elle qui devient petite. C'est un peu ça. Chez l'histoire. Dollarama, c'est ça. chez Dollarama, ils n'ont zéro pas de mémoire. mémoire, eux autres. Non, d'après moi, ils n'ont pas Non, de grosse ils ont zéro technologie. mémoire. T'as les oreillers aussi du chum à Trump. Oui. Lindell. Oui! My Pillow. My Ah oui, Pillow, lui. ben oui, ça c'est. Lui, il en vend de l'oreiller. Ça doit être cher. 39$. Ah, pas super. Correct. Ah. Lui, il en vend à tonnes. Et il vend des. Des pantoufles. Des pantoufles de poêle Oui. aussi. Là. Et il fait-tu de l'annonce, Il est- ce gars-là? Ah, si, boire. Qu'est-ce qu'il fait de l'annonce? C'est C'est inimaginable. incroyable. C'est incroyable. Bon, on commence par où? Hey, Les, il faut que tu me parles un peu de Brash, ce qui est arrivé. D'abord, c'est quoi cette ligue-là? Hein? La genre de ligue semi-pro, des équipes du lac. Je pense qu'il y en a une à Wendake. C'est quoi cette ligue-là? C'est une ligue, c'est une sous-ligue, c'est un senior 2A. C'est un plus bas un peu que la ligue nord-américaine, mais tu sais, c'est du côté du Saguenay. Ils ont 3-4 équipes. Tu sais, c'est des travailleurs qui veulent jouer, organiser. Puis, tu sais, j'ai pas vu un match. Hein. Tu sais, je sais que Brash joue là depuis que c'est
que le club existe. Là. Ça fait 2-3 ans, là, même un peu avant la COVID, dans ce coin-là. Puis c'est lui le capitaine, puis c'est des jeunes, c'est tous des jeunes. Lui, il a 51 ans. Puis, tu sais, il va toujours aimer ça jouer. Moi, j'y ai dit, puis j'y redis, puis je vais y redire. C'est sûr que quand tu vas là, dos, là, tu te cherches un peu de trouble. Là. C'est pareil comme un gars qui est portier dans un bar qui ne veut pas se battre. Hey, c'est sûr qu'à un moment donné, il y en a un dans le bar qui va vouloir soit t'essayer ou virer 2-3 chaises à l'envers qu'il va falloir que tu le mettes dehors. Là. Mais ces gars-là, c'est en dedans d'eux autres. T'sais. Comme j'ai su dernièrement, Mike Bro, il est portier au Carole. Mais tu sais, Mike a 56-57. Là. Hey, il est là. Parce qu'il aime ça. Là. Ah oui, il aime ça. Hey, il aime ça. Il aime ça quand ça brasse. Il aime ça, des 3-4 claques à la gueule. Il aime ça en recevoir aussi. Là. Mais d'où, je pense que c'est ça. Fondamentalement, il aime ça quand ça brasse, puis qu'il est sur le spot. Puis, d'après moi, pas d'après moi, mais à 200-250$ par game. Mais si tu comptes le 2h30 pour aller jouer une game, la game, puis le 2h30 pour revenir, ça fait même pas 10$ de l'heure. Hein. Non, c'est ça. Il faut que tu fasses ça parce que tu aimes ça. Là. Exact. Est-ce que ça joue un peu pas pire? Oui, j'ai vu quelques jeunes qui viennent remplacer avec nous autres. Des fois, oui, c'est bon. C'est des jeunes qui sortent du junior ou universitaire, qui veulent pas trop. La Ligue nord-américaine s'est rendue plus sérieuse, c'est plus de temps, puis il y a des pratiques, tandis que là, je pense pas qu'il y ait de pratiques. OK. Mais le gars... Ça existe encore la Ligue nord-américaine? Il y a quel club dans la région? C'est qui est encore Saint-Georges, Thetford, Rivière-du-Loup. Sont quand même... c'est tous des jeunes qu'on connaît qui jouent là. Mais tu sais, c'est comme la Saguenay. troisième ligue. Là. Le Senior 3A, c'est la deuxième ligue après le semi-pro. Les autres, ils ont 4 équipes, là, la ligue du bas du fleuve, où je me souviens pas comment ils l'appellent. Là. Non, ça s'appelle du lac au fleuve. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, quand tu as 4 équipes, ça peut brasser un peu plus parce que c'est parce que tu commences à te tailler, tu joues souvent un contre l'autre. Mais là, ce que j'ai entendu dire, puis ce que j'ai lu ce matin, c'est le vidéo qui passe, c'est juste la fin de ce qui est arrivé. Mais le gars qui est en centre à terre, il en aurait crissé 2 d'en face à dos. Oui. Tu sais, à un moment donné, si tu veux pas que la foire pogne, t'en vas pas lui donner 2 claques d'en face. Là. Tu sais à qui t'as affaire. Là. Il n'est pas déguisé. Là. Non, c'est pas caché. Non, c'est pas caché. Tu en donnes 2. Il n'est pas déguisé en drag queen. Non, c'est ça. C'est donnable. C'est ça. Tu en donnes 2 d'en face, tu ris-lui un peu. C'est sûr que ça se peut que tu joues avec les poignées de ta tombe. Là. S'il se fâche, c'est fini. Là. Puis lui, quand il se fâche, c'est terminé. Il n'y a pas personne qui peut l'arrêter. Là. Il est fort comme un ours. C'est ce qui est arrivé. Mais là, l'autre, le gars qui est enceint, il est suspendu lui aussi. Ils l'ont suspendu aujourd'hui parce qu'il a donné 2 claques à la gueule avant. Oui. Fait que, au moins, ça ira pas. Ça part de quelque part. Au moins, ça ira pas. Moi, j'avais peur que ça aille encore en poursuite. T'sais. Puis, en plus, ce que j'ai pas aimé, c'est sûr que c'est ça. Puis toi, Jeff, tu vas être d'accord avec moi. Dans le Journal du Québec hier, oui, il sort cet incident-là, mais il sort tous les incidents des 15 dernières années. Voie de fait, ça a coûté 9 000, il s'est fait pogner avec de la drogue, il est rentré dans un... ils sont dégueulasses. Ils sont donc bien dégueulasses. Voyons donc. Ça n'a pas de sens, là. T'avais-tu besoin de marquer tout ça que t'avais... 0. C'est ça. 0. Je pense que le Journal de Québec, je t'avais de bouder ça, là. Je t'aveuille, là. Ouais, t'es un des seuls qui lit encore en papier. Ouais, t'es tout seul dans la ville. Ouais, puis... il se vend une copie, ça tient. Puis le samedi, d'après moi, c'est rendu pas loin de 4$ parce que là, il n'y a plus de dimanche. Voyons. Ouais, je vous le dis. Le journal coûte 4$. Une affaire comme ça. Puis... 4$. J'en ai manqué un bout, là. Puis il n'y a plus de dimanche. Il n'y a plus de dimanche. Le samedi, il faut que tu le lis en 2 jours parce qu'ils en mettent plus épais. Fait que finalement, d'une année, tu dépenses plus pour acheter un journal de Montréal la fin de semaine que j'ai ma blonde de dépenser pour acheter un oreiller. Finalement, tout va bien. Ouais, mais c'est du pocket money. Je le vois pas, c'est dans mon char. Ouais. Je comprends, là, mais si tu le mettais pas là, tu pourrais le mettre ailleurs. Je le sais. Donc, d'après moi, t'es dû, là. T'es dû pour... La relation amour-haine avec le Journal de Québec doit finir. Non, là, ça n'a plus de bon sens. Non, c'est sauvage. Très sauvage. Le gars qui a écrit ça, là, si je le vois dans la rue, j'écris ma main sur la gueule. Hein? Ah non, c'est épouvantable. C'est détruire quelqu'un puis de continuer. Oui, il a fait ses erreurs, il a eu son casier judiciaire, il a passé. Il a tout eu. Là. Parce que tu sais comment Boy est allé puis comment il a travaillé fort pour venir. Ouais, il a tout eu, là. Tout eu, là. Faut-tu que tu recommences?
Chris, voyons donc. C'est encore, Ouais, merci, Donald, c'est là. encore beau que ça n'a pas fait le front page. C'est juste ça que je m'attendais, moi. Là. Attendre ça, là. Il était dans les sports, c'est pas si pire. Est-ce qu'il l'avait fait, le front page, avec à la fenêtre du Tim Hortons? Oui. Il l'avait fait. Hein? Ouais. Ben oui. Ouais. Je me rappelle de ça. Il a fait les premières pages à toutes les fois. La fois qu'il y avait 3-4 chars de police quand il est rentré chez eux, parce que là, il l'avait mis dehors, puis il avait rentré chez eux par infraction pour aller chercher ses affaires. Oui. Et il était 3-4 chars de police dehors parce qu'il savait à qui il avait affaire. Ça a fait les premières pages. La claque sur la gueule à Rivière-du-Loup, qui a coûté... L'autre, il le poursuivait pour 300 000, ça a coûté 9 000. Toutes les choses. Quand il a fait la faillite, ben là, Oui. ça, c'était... Ouais. C'est triste, mais c'est ça. C'est des caves. Puis, as-tu parlé à Donald? Es-tu correct? Oui. Non, j'ai pas parlé. Non, parce que il y a un de mes chums, Blake, qui a essayé de l'appeler puis il n'a pas répondu. C'est bien qu'il est tanné. Là. Puis, Ouais, il est sûr qu'il est tu tanné. sais, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai dit, ça fait peut-être 50 fois, « Hey, t'as pas d'affaire à jouer là. C'est de la merde, là. Moi, j'aime ça. Puis, tu sais, le 200$ ou le 250$, je pense qu'il en a de besoin. Fait que, Oui. Tu sais, c'est ça, mais il n'y a pas d'affaire à jouer là. Viens jouer avec nous autres le jeudi. Là. On n'aura pas de claque sa gueule. Là. Puis le mardi non plus. Puis, tu sais, on est tous des chums. C'est sûr que le monde l'essaye. Là. C'est sûr. C'est sûr. C'est écrit dans le ciel. Puis, tu sais, c'est parce que lui, fort comme il est, il peut arriver quelque chose de grave. Oui. Il peut en tuer un. Puis, Ben. j'ai pas vu la Ligue, mais la Ligue, il est encore très fort au hockey. Là. Moi, j'ai joué avec. Ben oui. Il est encore très vite, très fort. Puis, il est très, très en forme ces temps-ci. Ça qu'il doit dominer. Là. Il doit être fort. Là. Parce que c'est sûr que c'est pas. C'est comme Dodu disait, c'est la 3e ligne. Là. Fait que. Je sais pas. D'après moi, le monde. En tout cas, son club est premier dans la ligue. Ils ont 10 victoires, une défaite en 11 matchs. Fait quand même pas pire. Non, c'est ça. Ouais, Ouais. tu vas jouer là, juste le monde. Tu sais, c'est encore le vaudeville. Hein? Quand tu regardes la vidéo. Est-ce que les arénas sont-tu pleins? Ben, je sais pas, mais l'aréna où on a vu les vidéos, c'est pas gros. Puis c'est encore comme la ligne nord-américaine où le semi-pro avant, ça gueulait, va t'arracher à la tête. C'est encore pareil. Hein? C'est où que ça joue, ça? C'est-tu la nouvelle aréna de Wendake? Oui. OK. Puis là-bas, je ne sais pas, c'est une petite ville. Là. C'est quoi la ville, là? Jerry est capable de me trouver ça? Là? C'est Saint-Ambroise. C'était Saint-Ambroise, je Ouais, pense. c'est ça. Ouais. C'est où ça, Jeff? Au Saguenay? Saint-Ambroise, c'est Jonquière. OK. Saint-Ambroise, c'est l'autre bord du pont d'aluminium. Donc, il y a déjà eu un club junior régional là. François Gravel, puis les bons joueurs qui ont joué dans ce coin-là. Dans le temps, après le junior régional, on a parti une genre de ligue semi-pro, puis c'était tous les anciens. Puis le club local de ce place-là était toujours dominant. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau dans ce coin-là, mais il y a beaucoup de bons joueurs de hockey dans le coin de Saint-Ambroise. Tu parles pas de l'aréna. Peut-être que c'est parce Tu parles pas de l'aréna où le Midget 3 joue, là. Non. Ça, c'est l'autre bord de la rivière. Ça, ils jouent carrément à l'aréna de Saint-Ambroise. OK. Ouais, carrément. Hey, on y va avec le hockey. Commençons tout de suite par ce qui est arrivé cette semaine. On a su l'histoire de Cole Caulfield. Donc, Cole Caulfield qui est out pour la saison. Et ça a été bizarre, hein, la manière que ça a été amené, cette affaire-là. Parce que c'était un communiqué de 2 lignes. On ne savait même pas qu'il était blessé. On a appris par les bandes, par la bande qui était blessé depuis un bout. Puis là, on prend la décision de l'opérer. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là? As-tu quelqu'un qui comprend ce qui est arrivé? Si vous me permettez, je peux commencer. Ça traîne depuis longtemps. Moi, je l'ai eu, cette opération-là. Puis, ce qui est plate dans ça, c'est que tu peux jouer en masse. Tant que ton épaule ne lève pas dans les airs ou que tu ne fais pas un mauvais mouvement, mais souvent, eux, ils ont des tapings, ils ont des meilleurs physios. Ça fait qu'avec le taping qu'il y avait, il n'y avait pas de danger. Puis ça fait pas mal. Quand ça fait mal, c'est quand qu'elle sort. Puis d'un début, elle ne sort pas souvent. Moi, je me suis fait opérer parce qu'elle sortait quand je dormais. Fait que là, c'était rendu loin. Mais lui, c'est au début. Mais tu sais, je pense que son agent, Pat Brisson, a été très intelligent là-dedans. Eux, j'ai écouté un matin avec JC, c'est qu'eux, ils ont leur propre médecin, cette firme d'agents de joueurs-là, puis qu'ils l'ont vu. Les médecins des Canadiens l'ont vu, puis eux l'ont vu. Ils ont pris une décision. Le jeune, il a 22 ans. L'équipe va nulle part. C'est une opération que, quand tu fais, tu es bien faite par les meilleurs qu'il va y avoir, c'est que tu reviens à 99,9
pas mal plus fort que l'autre bord. Fait qu'il n'y a pas de danger à se faire opérer. Il aurait pu continuer, mais s'il continue, ben, plus tard qu'il se le fait faire, il ne peut pas recommencer la saison l'année prochaine. C'est ça. Pourquoi il ne l'a pas fait faire avant? C'est simple. C'est que lui, là, son agent, il a dû lui dire, mais-en 20-25, là. Puis quand tu seras rendu à 20-25, là, on va jaser, tu vas te faire opérer. D'abord, le contrat, d'après moi, il est pratiquement signé. Là. Ouais. Il reste Ben, des là, détails. justement. Il reste des détails. Justement, je comprends, mais regarde, Dodu, toi qui fouilles ces affaires-là, les histoires de contrat, c'est bizarre parce que là, t'es dans la négo. Je sais même pas, là, est-ce que les Canadiens sont obligés de négocier avec lui? Est-ce que c'est une fin de contrat en ce moment, même s'il était jeune? Est-ce qu'ils le font juste parce que... c'est le bout que je sais pas, mais... Oui, c'est il me semble sa dernière que année tu à Caulfield. perds... C'était sa dernière année de contrat? Oui. Ben, cette année, c'est sa dernière. Fait que pour qu'il joue l'année prochaine, il est joueur autonome avec restriction. Fait qu'il faut qu'il signe. OK. Là. Est-ce que c'est la situation actuelle? Est-ce qu'elle est bonne pour le CH ou elle est bonne pour le joueur? Ben, honnêtement, Jeff, je pense qu'elle est bonne pour les deux. Parce que, tu sais, quand tu penses à ça, le Canadien, depuis juste avant les fêtes, là, il y a eu quand même pas mal de blessures. Tu sais, Sean Monahan et sa liste des blessés à long terme. On a perdu Caden Goulet, qui était, on va se le dire, même s'il avait 21 ans, c'était le meilleur défenseur de l'équipe. Lui-ci, il est blessé depuis un bout. On avait perdu Savard, on avait perdu Madison, on avait perdu un paquet de gars. Puis même en avant, même chose. Fait que tu voyais que ça dégringolait. Caulfield, il en a scoré 26 en 46. Fait que s'il y a un gars qui peut peut-être te faire gagner une coupe d'extra match alors que justement, c'est la loterie Connor Bedard, on le sait, là, je veux dire, ça me semble assez évident. Fait que pour l'équipe que Caulfield ne joue pas sur le long terme, je veux dire, pour le Canadien de Montréal, je pense que c'est une très bonne chose. Ils vont pouvoir en plus mettre une coupe de jeunes de la Ligue américaine. Tu sais, un Harvey Pinard, l'Est qu'on avait parlé, que tu aurais aimé ça voir, ben là, il y a des minutes. Fait que peut-être que il est en train de se créer une place pour l'année prochaine. Puis pour Caulfield, Jeff, effectivement, l'Est, il venait d'en parler, mais c'est pas une blessure ultra grave. Tu sais, le lendemain qu'ils ont annoncé, à pratique, il faisait de la protection de rondelles avec Stéphane Robida, là, puis ça n'avait pas de l'air de l'importuner trop. Mais moi, j'ai tendance à être d'accord avec Les. Écoute, Kent Hughes, c'est un ancien agent. Pat Brisson, c'est pas mal le meilleur de la business. D'après moi, le contrat, il est pas mal réglé. C'est juste de savoir des petits détails quand est-ce qu'ils vont l'annoncer. Mais tu sais, ils ont signé Suzuki à 7,87. Le gars de Minnesota, un jeune un peu comparable, vient de signer, je pense, à 8 ou 9. Non, Robertson a signé. Les dollars, ça va... Robertson a signé à 31 millions 4 ans. Mais attendez un peu, Robertson, j'ai su pourquoi. Mais moi, je te parle de Matt Boldy, OK, ça marche. Jerry. Matt Boldy, qui est un jeune aussi, qui arrivait, qui a une bonne saison jusqu'à date. Ils viennent de le signer à 7 millions par année à partir de l'année prochaine. Là, tu me dis Robertson. Moi, je pense que ça va finir autour de 8 ou 9, puis ça va être correct. Là. Robertson, ce qui est arrivé, c'est que, ils l'ont dit justement à matin, c'est qu'ils voulaient le signer à long terme, puis Pat Brisson voulait à long terme, mais il faut faire attention. Le Canadien, ça peut être ça aussi. Tu sais, on parle d'un contrat-pont. Le contrat-pont, c'est 3 ans. Pourquoi? Parce qu'eux, il n'y avait pas de place sur la masse salariale l'année prochaine, puis l'autre année pour le signer à long terme. Parce que si tu le signes à long terme, il faut que tu lui donnes plus d'argent. Fait que là, il n'y avait pas de place sur le plafond salarial. C'est pour ça qu'ils ont fait un contre-pont à moins cher pour 3 ans, de risquer que le plafond salarial augmente dans 3 ans puis qu'ils peuvent le signer à long terme. Le Canadien, il va falloir faire attention. Là. Tout le monde pense qu'on va le signer à long terme, mais c'est pas parce qu'ils veulent pas. Parce que probablement qu'ils n'ont plus de 7 puis 8 millions sur l'année prochaine ou l'autre sur le cap salarial. Fait qu'il va falloir qu'ils en donnent moins, genre 5 millions pour 5 millions par année pendant 3 ans. Puis la 3e année, ben là, il va rester plus de place et le cap va avoir augmenté. Donc, ils vont pouvoir le signer à plus, à sa valeur. Il faut faire attention, c'est pas nécessairement négatif. Des fois, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Hein? Non, puis dans le cas de Robertson, en le signant un plus court terme, c'est un peu compliqué, là, mais en gros, il garde ses droits. Donc, à la fin du contrat, le gars ne tombe pas libre comme l'air. Il reste quand même avec restriction. Donc, ça prendrait un offre hostile pour le sortir de Dallas, même après le contrat. Comme Caulfield. Effectivement, il y a des affaires de gestion de cap, mais en même temps, Canadien, c'est pas la même situation du tout. Dadonov, 5 millions, c'est fini après cette année. Hoffman, il reste 2 ans à 4,5.
Drouin, fini. 5,5, c'est fini après cette année. Monahan, 6,4, c'est fini après cette année. Paul Biron, c'est la liste des blessés depuis longtemps, à 3,4, c'est fini aussi. Fait que t'as un paquet de gars que... Ouais, il va y avoir de la place, là. Oui, il va y avoir de la place. Là. Il va y avoir de la place. Puis savez-vous quoi? J'ose croire qu'ils vont être capables d'aller chercher avec l'équipe qu'il y a avec Martin Saint-Louis et les jeunes. J'ose croire qu'il va y avoir des joueurs autonomes sans restriction qui vont vouloir venir jouer à Montréal. Ça pourrait être bon, ça. Qui? Je le sais pas, mais en fait, moi, je pense que ça pourrait être bon. C'est que en fin de semaine, j'étais à Beach avec notre chum Gilbert Delorme qui aimerait bien ça faire le vestiaire s'il pouvait. Lui dit, écoute, habituellement, les relations sont toujours bonnes entre l'athlète puis son agent puis tout ça. Puis t'as raison. Mais les équipes ont cette tendance-là, pareil, à utiliser ce genre de patente-là pour mettre ça à leur avantage. Je ne te dis pas qu'il va passer, si mettons, ils voulaient y offrir 6 millions par année, ils vont y offrir 3 millions, mais ça se peut qu'ils disent, ils vont utiliser, tu sais, comme n'importe qui, là, quand dans une négo, art of the deal, c'est pas juste un qui est capable de le faire. Là. Donc, on a quand même un gars blessé, on ne sait pas ce que ça va donner. Oui, 26 buts cette année, mais tu sais, même si c'est une opération qui est facile et qui va bien, habituellement, les organisations, ce que Gilbert m'a dit, moi, ça a toujours été le même. Il dit, la minute que tu es blessé et tu es en train de négocier, tu viens de perdre du pouvoir de négo. Oui, mais je suis d'accord un peu, mais sauf que faut voir, le DG du Canadien, c'est un ancien agent. Hein. Fait qu'il peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Tu sais, il a déjà été l'autre bord. Puis son chum, qui est Pat Brisson, c'est sûr que moi puis toi, Jeff, mettons, là, on change de job puis on est deux chums assis à la table, là. Le Canadien veut le garder, puis Pat veut que son joueur gagne ce qu'il devrait gagner, sinon, pas plus, mais ce qu'il devrait. Fait que c'est un win-win pour les deux. Là. Ça ne sera pas compliqué. Là, ce sera pas... Puis, il vend le Canadien. C'est un vendeur. Là, avec son sourire, tout ça, c'est un bon vendeur pour le Canadien. Donc, moi, je pense que c'est son entrain qui est vendeur. Ouais, puis ça va être... C'est le plaisir à jouer au hockey qui est vendeur. Mais comment ça marche? Y a-t-il quelqu'un des deux qui peut m'expliquer? Dodu, tu dois être capable. Quand un joueur est rendu à cet âge-là puis qu'il est à l'étape d'être un joueur autonome et compensation, qui décide qu'il devient autonome? Est-ce que c'est le joueur ou c'est l'organisation qui coupe la négo? Parce que, tu sais, à un moment donné... vu qu'il y a une compensation, j'imagine que tu n'es pas aussi libre que si tu étais complètement agent libre. Si on se rend jusqu'au 1er juillet, pour être sûr que le Canadien garde ses droits, il faut qu'il soumette une offre qualificative. Donc, les restrictions, c'est souvent décidé par un genre d'arbitre là, pour dire, OK, voici l'offre qualificative que tu dois soumettre à ton joueur avant telle date si tu ne veux pas le perdre. Souvent, tu vas avoir des équipes, là, ça a été le cas dans les 2 dernières années, beaucoup de joueurs autonomes avec restrictions qui se sont fait laisser aller parce que les équipes étaient pognées avec le cap salarial. Mais le Canadien, si il ne signe pas Caulfield avant le 1er juillet, il va falloir, ou avant, je pense que c'est juste avant le 1er juillet, une semaine ou 2 avant, il va falloir qu'ils soumettent une offre qualificative, genre 1 an ou 2 ans. C'est comme quelque chose par défaut un peu. Là. Puis après ça, une fois que l'offre est déposée, au moins ils gardent ses droits puis ils peuvent continuer la négo. Lui, il n'est pas obligé d'accepter l'offre qualificative. Ils peuvent continuer à négocier en attendant. Mais c'est comme ça que ça marche. Puis souvent, ça va dépendre justement de la durée que le joueur était avec l'organisation avant qu'il... Tu sais, comme Jason Robertson, comme je disais, étant donné qu'ils l'ont signé juste avant, le gars, je pense 22 ou 23, quand il va arriver à la fin de son contrat en 26-27, il va être encore joueur autonome avec compensation. Donc, ils vont garder ses droits. Puis là, au prix qu'il va valoir, rendu là, les équipes qui veulent arriver avec des offres hostiles, ça va probablement coûter 3 choix de première ronde. Là. Fait que, arriver préparé. Là. Puis après ça, tu veux pas te rendre là, c'est l'arbitrage. On l'a vu avec Piquet-Souban. Ça a détruit la relation entre les deux. Là. Tu sais, ils l'ont pas signé, ça a tardé, Bergeron. Oui, parce qu'en arbitrage, tu dis devant l'arbitre, pourquoi tu ne veux pas lui donner autant d'argent? Ton joueur, c'est un pas bon. Tu es en train de dire que des affaires négatives sur lui. Là. Ton joueur, c'est un pas bon, mais je le veux quand même à un prix raisonnable. C'est pas cher, il est bon. Ben oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, la différence cette année aussi qui est importante de noter, les boys, c'est que tu sais, Suzuki, là, à 7,8, ça va probablement être une grosse aubaine dans les prochaines années, mais lui, il a signé son contrat alors que le cap salarial était gelé, toutes les équipes étaient pognées.
Là, ils l'ont annoncé plus tôt cette année. L'année prochaine, on gagne 1 million de cap salarial. Puis là, ben, les autres années après, on parle de 2, puis 3, puis peut-être même 4 millions, puis tout ça pour essayer de rattraper le temps perdu. Fait que les gars qui ont signé avant cette année, il y en a peut-être qui ont dû signer à rabais, parce que vous le savez, c'est un marché. C'est comme n'importe quoi. Si le marché est à la baisse, ben, les gars vont signer à la baisse. Là, tu as des gars, justement, qui, avec le cap salarial qui va augmenter dans les prochaines années, vont peut-être passer à la banque. Mais tu sais, Suzuki, on l'a signé jusqu'en 2029-2030 à 7,8. Là. D'après moi, dans 2-3 ans, ça va être toute qu'une aubaine. En Peut-être 2028, pas cette année, vous allez me dire. En 2028, là, ça va être l'aubaine du siècle s'il continue à jouer comme ça. Ben, c'est sûr, parce que tu sais, le cap va être rendu à 92-93 millions. Là. Fait que, je veux dire, ça va être une méchante aubaine. Là. Parce que là, on va réavoir à négocier les McDavid, les Marner, tous les gros. Matthews. Ouais, tous les gros. Matthews, c'est cette année, là. Ouais. Et lui, là, il gagne 12, là. Fait que je sais pas comment est-ce qu'ils vont y donner, là. Mais... Non, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Là. Il y a une autre année de contrat après cette année. T'es-tu sûr? Sûr et certain, je l'ai d'en face. 11,6 millions l'année prochaine aussi, puis il tombe autonome 2024-2025. OK. Mais là, si le Canadien fait de l'espace, là, parce que la date limite des échanges, là, c'est dans 30 quelque chose. Le 3 mars. 37 jours exactement, ouais. Ouais. Mais là, on a de la viande là, à dégraisser, nous autres. Là. On peut aller chercher en plus. Ça, l'affaire, c'est qu'on peut avoir de l'espace dans la masse. Là. Puis aller chercher un gars comme Dubois pour faire plaisir à Jeff. Faire Dubois qui est libre comme l'air. Là. Ouais, après là, saison, on fait partir Drouin puis on prend du Mais bois. là, l'affaire, là, c'est que le dégraissage, là, Jerry, là, je suis d'accord avec toi, le dégraissage. Moi il y a aussi, un point par match du bois. Moi. Ouais, mais le dégraissage, là, c'est bon, le dégraissage, là, mais pour pas tu prendre les autres des caves non plus. Là. Jeff Anderson, le monde le veut. Oui, Anderson, les deux défenseurs qui est Savard, il y a beaucoup de monde qui le veulent. Puis Edmondson il va ramasser un joueur de 1. Ouais, oui. Edmondson, ces trois-là. Parce que la question pour aller là, la question, là, c'est... moi, j'ai vécu ça là, dans le football il y a quelques années. Là, c'est tank for better. Là. Donc, tu veux tanker, tu veux descendre pour être dans les 5 équipes qui vont avoir le boule dans le boulier, puis on a le master du bingo. Donc, on risque d'avoir une chance de gagner. Est-ce que l'annonce de Caulfield, il y a un peu de ça derrière la décision aussi? Puis là, je veux dire, mettons qu'on veut perdre. Là, il n'est pas là pour le premier match, puis on revient contre Toronto, puis on joue 2 périodes d'enfer dans l'air d'un club des playoffs. Ça, c'est quand même spécial. Mais dans la tête des dirigeants, moi, ça m'énerve, cette affaire-là. Là, de moi, essayer de perdre des games pour essayer d'avoir un meilleur ranking au niveau du repêchage, ça m'énerve comme jamais. Là. Mais est-ce qu'il y a ça derrière toutes les décisions qui sont prises, là, puis dans le thinking de l'équipe en ce moment? Moi, je pense que c'est indirectement oui. Là. Oui, c'est ça. C'est circonstanciel, mais ça a juste bien à donner. Parce que si t'attends, c'est juste... Si tu as une bonne saison puis tu batailles pour les séries l'année prochaine, puis là, il faut que tu le fasses opérer. Fait que ça donne bien là, que justement, notre meilleur scoreur va être ses lignes de côté pour le reste de la saison, puis ça va peut-être perdre des matchs. Là. Mais je pense pas que c'était le point majoritaire. Mais là, les gars, je vous écoute. Là. Pierre-Luc Dubois, à la fin de l'année, il est joueur autonome avec compensation. Là. Oui, mais on l'échange. On échange un premier choix. Oui, mais on va donner quoi pour aller chercher ce gars-là? Là? Le premier choix de Floride. Oui, c'est ça. Le premier choix de la Floride, on le donne, puis on donne un autre avec. Genre. On le donne après le boulier, parce que là, avec le master du bingo, comme Jeff a dit, si on se ramasse avec le 1, on ne peut pas échanger ça avant que le boulier soit fait. Non, mais on n'échange pas notre choix, nous. On échange le choix des Panthers. Les Panthers ne sont pas dans le boulier, là. Oui, il va être dans le boulier. Ben oui, mais loin, là. On l'échange quand même. C'est pas grave. C'est 1%, c'est mieux qu'une claque d'en face. Ben on l'échange pareil. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un choix de première ronde plus un joueur établi. Le joueur établi, c'est qui? Je ne le sais pas. Mais la blessure de Caulfield, là, ça fait qu'on voit d'autres mondes. Là. Yellownen, là, au début, puis sa 4e ligne, c'est 0. Mais là, ils commencent à jouer, ça fait 1 mois qu'ils jouent, puis là, ils font jouer avec des joueurs offensifs. Je l'ai vraiment aimé hier. Puis, Raphaël Harvey-Pinard, moi, ça fait longtemps. Là, on a le choix d'avoir Pezzetta. Je peux t'en nommer 4-5. Là. Lui, là, il a du cœur au ventre, il n'est pas gros, c'est un gars de la place. Fais-les jouer. Mais là, il est après de gagner sa place. Là. Il joue bien. Il joue sa 4e ligne en plus. Puis il joue bien. Puis ils le mettent des fois avec un bon centre, avec Dak.
moi, je pense que là, ce qui arrive, c'est qu'ils regardent. Ils regardent nos jeunes. Oui. Il faut jouer jeunes. Oh, oui. Puis Jerry doit capoter voir C'est ça. pas là. mauvais, ça. C'est bon, ça. Ça fait plaisir. Puis hier, Oui, là, exact. en passant, hier, là, une défaite, là, mais quand on dit une victoire dans une défaite, hier, c'est une victoire dans une défaite. Hein? On a tenu la En tout cas, meilleure le coach équipe. est content. On a tenu la meilleure équipe de la Ligue et de loin. Ils savonnent tout le monde, eux autres. Là. Ils battent tout le monde. Là. Puis ils ont eu de la misère à nous battre hier. Puis oui, c'est une erreur. Le but de Bergeron, c'est une erreur de couverture de notre joueur de centre. Mais quand tu as des jeunes joueurs de centre, ben, c'est sûr que ça va arriver. Là. C'est ça Ouais, qui puis est lui, arrivé. Kirby Dack, là, ton préféré, laisse, là, hier, là, 2 buts, 24 minutes sur la glace Non, contre mais les Bruins. là. Nonobstant Lui, hier. tu penses-tu qu'il vient pas de prendre un pic? Là? Oui, mais nonobstant hier, mais je te dirais dans le dernier mois, il est bon. Ah, absolument. Mais là, Oh, oui, on, ben oui. là, on y fait confiance avec les erreurs. Il en fait des erreurs sur le but, c'est lui. Là. C'est lui. Oh, oui, mais Directement, c'est lui, Tu n'as là. pas de club. C'est ça. Ça va arriver. Tu as Patrice Bergeron puis tu as Kirby Dack. C'est sûr que là, si tu perds le face-off, il faut que tu restes avec ton centre. Mais là, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne l'ai pas vu en vrai, mais il a perdu son homme. Et l'autre, il l'a mis dedans. C'est un shot. C'est une erreur. Si Monahan avait été là, le but n'aurait pas été là. Parce que ça aurait été Monahan au centre. Tu vois? Le gars d'expérience. Puis là, lui, là, Monahan, en passant, là, vous voulez couper dans le gras, là, mais lui, à 5 millions, là, ben, il vaut pas 5 millions, mais on le signe à 3 millions. Là. On fait pas la même erreur que Corey Perry. Là. S'il vous plaît, on le garde. Hey, je suis tellement content que tu l'aimes. Laisse, tu le voulais pas au début de l'année. Non, je le voulais Hey, pas. il voulait pas pantoute. Ben, pas, Ben non. pas à 5 Il millions. l'haïssait, c'est pour mourir. Pas à 5 millions, il m'avait rien mais montré. Mais force est d'admettre que quand il a joué avec un pied cassé pendant un mois de temps, là, il voulait-tu jouer? Non, ces gars-là, il faut que tu les gardes. Hein? Parce que ça montre la voie aux autres jeunes. Hey, moi, je joue avec un pied Donc, on cassé. est en train de faire le plan de Jerry, pas à peu près pour vrai. Ah oui, mais je l'ai toujours dit, Jerry, d'après moi, Ben là, oui. s'il postule pour un DG là, dans la Ligue nationale, Ah là, oui. ça star les DG. Ils Là, n'ont pas répondu à mon email. non, mais les DG à star dans la Ligue nationale, ils n'ont pas besoin d'avoir joué et connaître ça. Là. C'est des administrateurs, c'est des gars qui connaissent un peu le hockey. Jerry, c'est parfait. Là. Jerry, toi, si tu t'es DG pour ton coach, vas-tu aller piger dans le sac ou bien tu vas prendre ailleurs? Je vais prendre ailleurs, ça c'est sûr. OK. Hey, Vancouver, quel joke, pareil. Vancouver, mais là, Hey. faut parler de Calgary, les gars. Ah non, ça, lui, c'est un c'est- cave, pas à peu près. Là. Donc, Ça, c'est un cave. Hey, c'est pas moi qui le dis. Là. puis là, On l'affaire. est c'est- entouré de bonhommes. c'est-tu. Mais là, l'affaire, savez-vous pourquoi il a fait ça? On va vous le dire, moi, je l'ai su pourquoi il a fait ça. Parce que moi, Bon. il y a bien du Enfin, monde. quelqu'un qui le sait. Ouais, ben, il y a probablement du monde qui le savent aussi, puis ça a sorti, là, mais moi, je vais vous dire la vraie affaire. La vraie affaire, là, c'est que le jeune, ça faisait 2 semaines qu'il était dans l'équipe. OK? Puis ça faisait 2 semaines qu'il disait pas qu'il allait jouer, puis qu'il faisait pratiquer comme un débile. Puis il voulait pas le faire jouer, il voulait pas le faire jouer. D'après moi, il y a eu un call du DG. Il dit, regarde, là, nous autres, là, on veut voir la profondeur, on est sur le bord de faire les séries, ça sera pas facile. On peut aller chercher du monde, on veut avoir un peu de profondeur. On a notre premier choix qui brûle la ligne américaine. Faut le voir, faut le monter, faut le faire jouer. Oui. Le petit gars de Québec. Fait que là, lui, il est anti-québécois. Tu le vois avec Huberdeau. Il est anti-québécois, puis il aime les gros joueurs. L'autre, c'est un Québécois, puis il est petit. Déjà là, ça va mal. Là, ça fait 2 semaines qu'il est dans la Ligue. Dans la Ligue nationale, mais il ne le fait pas jouer. Fait que là, les partisans et les journalistes sont sur le dos avec lui depuis 1 semaine. Hein, pourquoi tu le fais pas jouer? Pourquoi qu'on le voit pas? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Là, il le fait jouer. Une des premières questions, comment tu as trouvé sa game? OK, là, il a pogné un air. Là, il a pogné un air. Ben, OK, voyons. c'est ça l'histoire. là. Ah, mais c'est un gros Ah cave. oui, mais là... Il y a une face de cave, puis c'est un cave. Il y a une face de cave. Ah non. Je ne peux pas comprendre que ce gars-là, il a gagné la coupe. Ah oui, là, sacrément. On peut-tu passer un autre appel? On peut-tu faire confiance aux jeunes aussi pour coacher? Ah, Marin? mais d'après moi, ça achève, là, en passant, les boys. Là. C'était une des questions que. Hey, les gars, il a gagné la coupe à C'était Los Angeles. Là. Il a crissé sur le banc de nos chums qui est québécois qui ne l'aimait pas. Oui. Simon Gagné. T'as 100% raison. Puis là, il était prêt de faire la même crise de merde avec Huberdeau. Pourquoi tu vas le chercher, Hey, t'aurais Huberdeau? scraper. Pourquoi tu vas le chercher? Mais c'est pas lui qui est allé le chercher. Lui, il C'est voulait pas lui rien le savoir. chercher, c'est le DG. Ouais. Oui, mais il doit Ouais, mais être ça encore- achève, les boys. Ouais, mais le DG, Ça achève. le DG, puis lui, il se parle plus apparemment. Lui, c'est le chum du propriétaire. Fait que le DG, il est avait de perdre sa job, apparemment. Hey, s'il le garde, Ouais, ça se il peut va pas. sauter lui ici, laisse, là. Hey, moi, dans l'Ouest, les gars, là, il y a c'est pas compliqué. En tout cas, c'est assez serré, mais moi, je pense qu'Edmonton, Calgary, ça fait pas les playoffs, ça, là. Ben, c'est serré, là.
Puis là, ben, c'est C'est ça. les deux wildcards en ce moment, mais ils ont Minnesota, Nashville puis Saint-Louis qui leur poussent dans le cul Ah ouais. présentement. Là. Mais là, le DG, lui, là, puis c'est normal, là, lui, il veut voir qu'est-ce qu'il va aller chercher à date limite pour faire les playoffs, parce qu'il faut qu'il fasse les playoffs. Mais là, lui, dans la Ligue américaine, hey, ça fait 5, 6 ou 7 ans qu'ils n'ont pas eu de choix qui jouent dans leur équipe. Là. Dans le repêchage, eux autres sont pourris. Là, il y en a un qui brûle la Ligue. Chris, il le fait pas jouer. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. Toi, tu penses qu'il est carrément un anti... c'est un anti-québécois? Je le connais pas, je le sais pas, mais avec tout ce qui s'est passé avec lui, hein, on va commencer par Simon. Parle pas de Simon, de ce coach-là. Non, ça, là, c'est parce sûr. que, lui, là, Simon, il va là pour gagner la coupe, il joue, puis à un moment donné, quand ça vient serrer, lui, c'est juste des gros joueurs, puis il crie sur le banc. Il joue un peu à la fin, il a gagné la coupe, mais Je jouais ça à 4. c'est ça. Il Ouais, faisait pas c'est jouer. spécial. Puis là, ben, Huberdeau, Chris, c'est un gars, hey, c'est un des 3-4 meilleurs joueurs de la Ligue l'année passée, puis là, c'est 0. Zéro. C'est passé de quoi, là? Il gagne même pas 10 millions et demi encore, ça commence juste l'année prochaine. Puis là, Charles Huberdeau, là, moi, je pense qu'il a le droit, à un moment donné, d'aller s'asseoir et dire, moi, là, si vous ne me faites pas jouer mieux que ça, puis si vous ne le crissez pas dehors, échangez-moi. Là. Oui. Puis je suis certain Hey, qu'Huberdeau, là, ce qui est arrivé avec le jeune, là, il n'est pas content de ça. Là. Tu sais, c'est des chums, là. C'est une risée totale. Là. Il l'a échappé, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Non, un gros cave. Hey, Un laisse gros Huberdeau, cave. il y a Sérieux, 9 c'est buts en un 45 gros matchs. cave. J'ai jamais vu quelqu'un avoir l'air aussi cave. Ah ouais. Ah non, Mais Sutter, c'est une luck qui a gagné la coupe. Parce que, ben oui, c'est une luck qui a gagné la coupe. Il aurait mis un divan, il aurait gagné la coupe pareil. Mais l'affaire, c'est que. Non, mais l'histoire, c'est que Los Angeles était favori de gagner la coupe cette année-là avec une équipe pactée. Pactée. Tu vas voir l'équipe, tu vas voir, tu vas capoter. Puis Drew Doughty, dans son pic en plus, là, tu veux dire, le gars, c'est un magicien. Donc, favori de gagner la coupe. Il commence l'année, il joue pour 500. Le DG à Los Angeles panique. Je ne sais pas qui était là. Le gars panique. Ah non, il enlève son coach. Il met la main dans le sac. Il fouille. Il y en a un qui grouille un peu. Il le poigne. Puis il ramasse Sutter. Sutter gagne la coupe. Calvas. Il y a l'équipe pactée. Tu aurais mis un divan. Un divan, là. Un lazy boy en arrière du banc. Il aurait gagné la coupe, là. Un oreiller. Donc, Pas que tu veux le dévendre. après ça, 150 non, 000. mais regarde sa carrière qu'il a faite avec San Jose. C'est un désastre monumental. Là. C'est une risée. Il y avait une équipe pactée, il n'a rien fait avec ça. Starter, là, c'est un loqué. Là. Ouais. Ouais, mais pas que Je je veux le le défendre, il a gagné déteste. 2 coupes en passant. Non, il y avait l'équipe des mains. 2012-2014. Ben, le divan a gagné 2 coupes. Là. Oui. Thank you, boys. C'était le fun. Merci pour le vestiaire avec Les. Et également Dodu. OK, bye. Le Dog. Hey, on n'a pas parlé de Team Cure-Dent encore, mais c'est pas grave, on en reparlera une autre Ah, fois. ça s'en vient. Ça s'en vient. Allez, L'année est courte. L'année Là, est on courte. commence. Salut, boys. Ça a été dur, hein, Les? Oui, ben là. Parce que, hey, OK, salut. on joue pas dans la même ligue, là, Carlis. Salut. Bon. On peut repartir, là, si vous voulez. Ah, Hey, faut que je m'en hey, aille, je on travaille, est, j'ai un meeting. Ah oui, voilà. Allez, va-t'en. Les, thank you. Dodu, thank you. Jerry, Spectaculaire. très apprécié. On fait une pause, on vient sur Radio Pirate Live. Spectaculaire. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. C'est la boîte avec Jerry, un petit 10-12 de stock à mon ami Jerry. On commence avec quoi, Jerry? J'ai une. Ça m'arrive de temps en temps. Une genre de réflexion. Non, mais. Parce que quand des fois tu vois une nouvelle ou tu vois quelque chose, puis là, à un moment donné, tu vois une nouvelle passer. Comme ça. Après ça, quand tu mets ça dans ton espèce de petit ordinateur qu'on a entre les deux oreilles, ça travaille un peu. Puis là, de un moment donné, tu te dis, hey, mais ça marche pas, cette nouvelle-là. Tu sais, l'histoire, là, ça, c'est incroyable. Tu sais, il y a eu une crise des passeports. On a entendu pas mal parler. Donc, au Canada, C'était pas beau, là. crise des passeports, le fédéral était dans. Là, c'était le bordel, les passeports, également, ça n'avait pas de bon sens. Et là, on vient d'apprendre que ça a coûté 14 millions de dollars au fédéral pour, autrement dit, pour régler le problème, là, essayer de replacer ça un peu. Là-dessus, ben, on a des détails, là. C'est 184 000 heures supplémentaires. Donc, il faut que tu payes. Pour débourrer la patente, il faut que tu payes des heures supplémentaires.
Là, tu dis, OK, ouais. Mais là, ma petite ordinateur entre mes deux oreilles a dit, ouais, il y a quelque chose qui ne marche pas. 14 millions des heures supplémentaires pour débourrer la patente. Mais je comprends. La pandémie, OK? La pandémie, c'était on ne peut pas sortir, on ne fait pas de demande de passeport. Plus de pandémie, on veut sortir, on veut des passeports. Je comprends que ça l'a brassé dans les bureaux. Je comprends, là. Tout le monde veut des passeports, tout le monde veut... Je comprends. Moi, je comprends ça. Mais l'histoire du 14 millions, là, puis des 184 000 heures, là, on les a payés avant. Parce que le fonctionnaire qui travaillait au bureau des passeports, le monde d'un bureau, est-ce qu'il était payé pendant qu'il ne faisait rien? Oui. Donc, toi, pendant des mois et des mois... Moi, je travaille au bureau... C'est ça qui est spécial. Ça, c'est très bon, ça. Moi, je travaille au bureau des passeports. OK? By the way, je suis en télétravail. Je me joue d'un culotte puis j'écoute Netflix. Pendant des mois et des mois et des mois. Mais j'ai ma paye. Moi, je travaille au bureau des passeports ou dans le ministère. Appelle-les comme tu veux. Là, moi, je fais des gâteaux avec ma femme, puis je me joue d'un culotte, puis je prends des marches, OK? Mais pendant des mois, moi, je suis payé. Et là, il arrive un rush. Excusez-moi, moi, je fais du temps supplémentaire, tu vas me payer plus. Non, je te paye pas plus. Pendant que tu te jouais d'un culotte, moi, je te payais. Là, j'ai besoin de 3-4 heures de plus, tu vas le faire gratos. Pas gratos, t'es déjà... C'est dans ta tête, là, mais c'est pas mal que ça marche. T'as déjà été payé. Non, mais ça, c'est mon ordinateur à moi, Jeff. Oui. Ça, c'est mon computer à moi. Autrement dit, tu n'as rien foutu pendant des mois, et là, on commence à avoir de l'ouvrage, puis tu me demandes du temps supplémentaire. Tu sais, moi, je fabrique des cabanes à moineaux, puis le client, il arrive, il ramasse sa cabane. Moi, je fais des cabanes à moineaux. Le gars, il m'a payé sa cabane à moineaux, puis là, je lui donne la cabane. Le gars, il dit, il n'y a pas de toit, sa cabane. Il n'y a pas de toit. Alors, donne-moi la cabane. Je vais te poser un toit, mais je te charge 5$. Le gars dit, ben non, tu ne charges pas 5$. Christophe, je t'ai payé pour une cabane à moineaux. Il y a un toit dessus. Là, toi, tu dis, ben là, il faut poser le toit. Moi, ça va me prendre 20 minutes poser le toit. Je te charge du temps supplémentaire. Non, tu ne me charges pas du temps supplémentaire. Tu es déjà payé pour la cabane à moineaux. Elle a un toit dessus. Donc, le fonctionnaire, lui, on l'a payé à faire des gâteaux. Quand c'est le temps de faire du temps supplémentaire, ben, tu vas rentrer au bureau sur le bras. Ben oui. Et ça, c'est le même dans le bon vieux temps. C'est le même que ça marchait avec la logique, là, mais c'est plus ça aujourd'hui. Tu lui dois tout. Ils sont sur le bord de faire du temps supplémentaire quand ils n'ont pas de job. Non, c'est la fin du monde logique. Il n'y a plus rien de logique. Il n'y a plus rien qui... Parce que quand tu dois du temps à quelqu'un, c'est des deux bords. C'est d'employé puis l'employeur. Non, c'est ça que tu n'as pas compris. Non, mais... c'est juste un bord. Non, mais la réalité, c'est deux bords. Ouais. Dans mon ordinateur à moi. Ouais, ça, c'est nous autres. C'est un thinking de pirate, là. Je comprends, mais là... Mets-toi dans un thinking de fond avec des boss woke au gouvernement. M'a dit de quoi les autres ne voient pas ça de même. Tout ce qui est de logique, il n'y a plus rien. Tout ce qui est logique est devenu cave. Ouais. Tout ce qui est illogique est devenu logique. C'est le monde dans lequel on est, là. Il faut que je te parle... Biden envoie des... Ouais. J'ai pogné ça tantôt, là, pendant qu'on jasait. Biden, il envoie des tanks en Ukraine. Ouais. 31. Il en envoie 31. Je ne sais pas pourquoi pas 30. Pas pourquoi 40. C'est 31. 31. Pas pourquoi. Mais la logique nous dit qu'il faut arrêter de donner du cash et des affaires à ce bonhomme-là. Là. On le sait là, que c'est un pays corrompu. Lui-même est en train de faire le ménage dans les hauts fonctionnaires qui sont en train de s'amuser avec le cash et tout ce qu'on leur envoie. Là. Pourquoi on participe à cette folie-là? C'est quoi qu'on veut? Là? On veut que ça finisse avec une guerre mondiale. Arrêtez d'y en donner. Ça finira comme ça finira, cette maudite guerre-là. Mais il faut que ça finisse au plus sacrant. Plus ça s'étire, plus on l'engraisse, et plus ça va mal finir, puis on va se ramasser avec les problèmes. C'est de même ça qui va se... Puis c'est qui aura créé les problèmes? Nous-mêmes.
C'est ce qu'on a à faire entre les Ukrainiens et les Russes. C'est le patente qui date de 1000 ans. Laissez-les régler leurs affaires. Là. On n'apprend jamais des guerres dans lesquelles on va se mêler. On envoie des tanks. Regarde, quel monde. Hey, t'as quoi d'autre dans la boîte, Jerry? C'est un petit clin d'œil comme ça drôle. C'est, tu sais, des fois, on lit des affaires un peu comiques. C'est, tu sais, avec... Ben, comique. Il y a une affaire comique, mais en réalité, c'est pas drôle. C'est du monde qui a perdu le job. Tu sais, Google va clairer 12 000 personnes. C'est beaucoup de monde quand même. Puis l'affaire, c'est qu'il y a un bureau à San Bruno, Saint-Bruno, mais à San Francisco. Dans la baie de San Francisco. Pas au Lac-Saint-Jean. Là. Non. Pas à Montréal. Pas à Montréal non plus. Non, le Montréal, bureau. c'est Lac-Saint-Jean, il doit y en avoir un autre ailleurs. Une banlieue de San Francisco, là, dans la baie. Donc, il y a un bureau là-bas, telle affaire. Puis là, en Californie, en fin de compte, je pense que ça va être sur les 12 000 jobs, il y en a 1 800 en Californie. Puis dans les bureaux de Google là-bas. Mais l'affaire qui est drôle, c'est que dans les gens qui vont perdre leur emploi, parce que tu as des détails qui sortent. À un moment donné, il faut que tu choisisses les gens qu'il faut qu'ils partent. Là, bon, okay. Et il y a 24 masseurs qui vont perdre leur emploi. Ah, c'est plate. Mais t'as peu, là. Toi, tu travailles pour Google. OK? C'est quoi ta job, toi? Moi, je suis masseur. Pourquoi t'es masseur? Oui. Ben là, massothérapeute, là. Mais quand même, il y avait des masseurs qui travaillaient à temps plein chez Google. C'est spécial. Ça veut dire, je comprends quelqu'un qui fait le ménage. C'est sûr que là, tu as des codeurs, tu as des informaticiens, tu as des ingénieurs, puis ci, puis ça. Mais dans le day-to-day, tu peux avoir, mettons, une cuisinière, quelqu'un qui fait la bouffe ou l'entretien ménager. Non, il y avait encore plus que ça. Il y avait du monde qui était préposé au massage. Quand même spécial. Ouais. Tu sais, quand tu dis qu'il y a du ménage, là, ça naît du ménage. Ben oui. Tu te feras masser. Tu te feras masser chez vous. Tu sortiras du bureau, tu vas te faire masser quelque part. Va te masser. Va te faire masser. C'est-à-dire, là, tu te fais masser. Mais tu sais quoi? C'est les compagnies qui ont tombé là-dedans. Je comprends. Mais Jeff, ça peut pas... Les choses illogiques, OK? À un moment donné... Il y a juste au gouvernement que ça tient. Voilà. Google, dans le marché, Google, c'est pas le gouvernement. Dans les marchés des compagnies en bourse et tout ça, ça peut pas tenir. Un jour ou l'autre, ça va arrêter. Tu parles de gouvernement américain. Tu sais, quand Trump était président, à un moment donné, on a entendu parler que, tu sais, l'affaire de TikTok. Tu sais, l'administration Trump disait, on a des doutes sur TikTok, le gouvernement chinois, les données, puis tout ça. Et là, après ça, il y a quelques mois, un peu avant les fêtes, je pense, le gouvernement américain, ben là, c'est l'administration Biden. Là, ils ont dit, ouais, ceux qui ont des téléphones, les employés du gouvernement qui ont des téléphones payés par le gouvernement, ils ne peuvent pas avoir TikTok sur leur téléphone. Mais là, ça avance tout le temps, cette histoire-là de TikTok, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a un sénateur, c'est le sénateur du Missouri. Lui, il veut déposer un bill, une loi, on va dire. Je ne sais pas de la manière que ça fonctionne là-bas aux États-Unis, genre de loi, projet de loi privée, ou je ne sais pas trop quoi. Là. Il veut déposer un bill pour bannir TikTok des États-Unis. On va se rendre où avec ça, tu penses? Est-ce que ça peut arriver qu'à un moment donné, TikTok... Oui, on va voir la fin de TikTok. On va voir la fin de TikTok? On verra pas la fin de TikTok, non. On va voir la fin de TikTok chinois. Oui. Okay. Ils vont avoir une compagnie, ils vont vendre ça, là, c'est pas des innocents. Ils vont vendre l'espèce de la portion, parce qu'en ce moment... Ils vont vendre la portion américaine, puis la portion américaine, ça va être détenu par des Américains, ça va être sur des serveurs américains, puis ça va être séparé, puis la gang de Chinois va en faire une couple de milliards avec ça. C'est ça. Parce que la fin, c'est que présentement, je crois que c'est Oracle qui s'occupe un peu de la gestion de ça en arrière, pour entreposer les données et tout ça. Mais ça appartient encore au gouvernement chinois, en partie. Là, exact, en partie au gouvernement chinois. C'est ça. Mais on va voir ça. À un moment donné, TikTok, ça va être fini. Mais pas ça va être fini. Hey, en parlant de ça, un matin, je pense un matin ou hier en fin de journée, il y a eu une conférence de presse de DeSantis en Floride. Ça a été diffusé pas mal, ce vidéo-là, sur Fox News. Ah, ben c'est Fox News. Puis, lui, il dit, parce que les profs, là, ils se plaignent de plein d'affaires, les profs, là.
Les profs, ils se plaignent de tout. En passant, juste message à Pat Lagacé qui dit que ton système scolaire est sur le cul et qui est mauvais. C'est ton système scolaire, c'est ce que vous prônez. Là. Arrêtez de clencher ce que vous aimez. Là. Tu sais, dire, à un moment donné, faites-vous une tête. Là. Mais dans son article de ce matin, c'est très drôle parce qu'il dit c'est les fonctionnaires, c'est le gouvernement, c'est les politiciens. Mais il dit c'est pas les profs. Ben, peu heureux. Voyons, tout le monde sait, tous ceux qui travaillent dans des écoles savent que 75% des profs ne veulent plus être là. OK? Oui, les profs font partie du problème. Arrêtez de penser que les profs font pas partie du problème. Ça, c'est comme faire semblant qu'une fois que je suis rendu à l'hôpital, tout va bien. Attends un peu, minute. Mais tout ça pour dire que DeSantis a répondu aux profs. Là. De temps en temps, lui, il se mêle des affaires. Il ne veut plus que les profs parlent de sexualité. Ils veulent plus surtout à des jeunes, au primaire. Oui. Là, il dit les profs ont de la misère pour l'attention des jeunes et tout. Il dit c'est pas compliqué. Enlevez-leur leur téléphone. Mettez les téléphones dans des bacs en rentrant dans la classe. Pas de téléphone dans les classes. Ils feront du téléphone entre les cours, ils font du téléphone dans l'autobus, ils feront du téléphone en dînant en cafétéria, mais il n'y a pas de téléphone dans la classe. Quand tu rentres, tu t'envoies, il y a une place, tu mets le téléphone. C'est ça. Mm-hmm. Et là, ben, la gauche, je sais pas, tu te mets où là-dedans? Trouves-tu que c'est une bonne idée? Les profs savent que c'est un problème, l'histoire des téléphones, pas à peu près. Hein? C'est un problème. Ça, c'est sûr que c'est un problème. Tu sais, ça fait vieux jeu de dire ça. Là, ben, moi, mes filles au séminaire, tu sais, le boss du séminaire, c'est un alpha. Là. OK? Le boss du séminaire. Luc Savoie, c'est un alpha. Là. Moi, de ce que je me souviens, contrairement à l'école publique, moi, ma fille me disait tout le temps, tu ne peux pas m'envoyer de message le jour. Je n'ai pas mon téléphone, je n'ai pas le droit de le prendre. Si je le prends pendant les cours et que je me fais pogner, mon téléphone est enlevé pendant une semaine. Mais dans le public, il n'y a pas ces affaires-là. Donc, de temps en temps, un peu de discipline, des règles, ça peut marcher. Là. Un peu de discipline. Ben oui. Un peu de discipline, puis ça veut dire, à un moment donné, tu peux te faire dire non dans la vie pour quelque chose. Ça veut dire, à un moment donné, ça peut être, tu sais, la vie, à un moment donné, il y a comme des règlements. Là. Mais là, exact. Ton téléphone, tu le perds pas, là. Mais tu veux dire, c'est sûr. On te le garde 3 jours. Exactement. Ben, c'est la fin du monde. Tu m'as dit de quoi après tu le prends plus jamais en classe, c'est clair. Ça, c'est sûr. Pour finir dans la boîte, qu'est-ce qu'on a, Jerry? Je continue un téléphone. Le prochain iPhone 15. Oui. On est rendu là pareil. Là, tu veux dire, le 13, le 14, le 15. Là. Mais moi, je vois plus de différence entre le 9 et le 15. Non. C'est toujours la caméra. Hein? Oui, mais c'est ça l'histoire. Ben, l'affaire, c'est que le 15, paraît-il, ça, c'est des rumeurs. Tu sais, y a-tu des rumeurs là-dedans? Il paraît que le nouveau iPhone, le prochain iPhone, va avoir le bord incurvé un peu. Donc, vous avez votre téléphone dans votre main, et quand tu arrives sur le côté, ça coupe carré. Là, le bord va être incurvé un peu. Le iPhone... Ben, comme les premiers iPhones. C'est ça. Mais le prochain iPhone, il va ressembler un peu à des Android. Le style va être plus Android. Ah oui, mais je te jure, as-tu des photos de nos premiers iPhones? Les iPhones étaient courbés. Ils étaient courbés. Oui. Oui. Là, il paraît qu'on va revenir à ça. Et oui, je comprends. La caméra... Parce que là, l'affaire, c'est qu'il paraît que LG a une nouvelle caméra, là, une nouvelle technologie. Il paraît que ça n'a pas de bon sens là, par rapport au zoom puis au flou. C'est quand tu zoomes quelque chose, des fois, il y a des bouts de flou. L'image vient floue quand tu zoomes. Là, il paraît qu'il y aurait zéro flou dans le zoom. C'est LG qui a ça, puis ça serait sur le nouveau iPhone. Puis juste une petite affaire vite en finissant. Apple vient de lancer là, le nouveau HomePod. L'assistant c'est Siri, la machine que tu as à la maison, puis qui rouvre les lumières, qui met de la musique, puis l'assistant qu'on a à la maison. L'affaire, c'est que le premier HomePod, c'était moyen. Là. Mm-hmm. Il était cher. Il était cher, oui, il était cher. Alors, si tu compares la compétition, il était trop cher. Voilà, Google était beaucoup moins cher, et aussi Alexa. Alexa, mais moi j'ai Alexa. Toi, tu as Alexa, exactement ça. Donc, eux autres, ils ont fait des méchants deals sur les Alexa. Là. Donc, les gens ils ont embarqué avec Alexa, avec Google, et Apple est arrivé 3e dans la patente. T'sais. Mais là, la nouvelle machine, elle vient de sortir là. Il paraît que c'est inégalé. Il paraît que la machine, le son, le speaker, il paraît que c'est incroyable. Et il est en vente là. Et ça commence
Combien? 3,99 Là, canadiens. la caméra qui va vous filmer à votre insu là, est top qualité. Là. Mais 3,99 pour un assistant, je trouve ça pas mal dispendieux. Ben oui, c'est dispendieux. Thank you, man. Thank you à Mr. White pour la prod. On a eu beaucoup de stock ce matin sur Radio Pirate Prime. Si vous voulez vous joindre à nous autres, on a parlé de pas mal d'affaires. On devait avoir Dodu en plus. Finalement, on ne l'a pas eu, mais on va s'en reprendre. Mais il y a beaucoup de stock. Si vous voulez nous rejoindre dans la gang de pirates, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Allez vous abonner. Pour Radio Pirate Live, merci à toute la gang du vestiaire. Merci à Joe. Merci à Jerry pour la boîte. Et demain c'est jeudi. Demain, on lance officiellement le week-end avec le cousin à Jerry Pids. Oui. C'est Jerry l'aubergiste demain pour lancer la fin de semaine. Mon nom est Jeff Fillion. Bon mercredi. On se reparle demain sur Prime et sur Live. Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate.